Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec la deuxième partie de mon blabla des vacances. Le 1er août, vous avez vu la première partie sur mon avancée, surtout dans mon carnet des couleurs. Je vous parle aussi un petit peu matériel. Et là, dans cette deuxième partie, c'est la suite. C'est mes réas dans mon carnet pèlerin, mon avancée, et puis des réponses à vos questions matérielles aussi que vous me posez en commentaire sous mes vidéos. J'ai fait le point et du coup, je vous explique et je vous réponds dans cette vidéo-là. Ce sera donc la deuxième et dernière partie pour ce mois d'août. Bon visionnage. Voilà. Alors, donc, dans ma dernière vidéo blabla, je vous ai déjà expliqué un peu ce que c'était que ce carnet. Moi, je l'ai acheté le mien chez Shoe & Flower. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus maintenant, mais j'imagine qu'elles vont repasser commande, hein, Céline et Natalia. Donc, faut pas hésiter à leur envoyer un petit mot pour leur demander si elles ont prévu ou quand est-ce que le réapprovisionnement se fera, mais elles sont livrées régulièrement, hein. Enfin elles repassent commande régulièrement. Donc peut-être que celui-ci aussi, je sais pas, il y a tellement de gammes de carnets chez la Maï qu'il faudra leur poser la question. Mais donc moi, mon pèlerin, je l'utilise pour explorer pas mal de choses. C'est un carnet qui contient énormément de pages, donc je teste plein de trucs dedans et je m'amuse surtout. Je vous ai expliqué les techniques humides. Il faut faire très attention parce que le papier n'est pas du tout adapté pour ça. Donc si vous voulez utiliser l'aquarelle comme ici pour faire des marques, faites attention à l'eau, protégez bien en fait avec quelque chose d'imperméable derrière. Glisser une feuille de rhodoïde ou une pochette plastique en dessous pour éviter que ça transperce toutes les pages qui suivent, hein, parce que c'est inévitable, mais ça fonctionne aussi. Donc il y a plein de papiers différents et moi je m'amuse dedans à faire beaucoup de fonds gel presse, des transferts, des collages, un peu de tout. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait de plus. Là ici c'est parce que moi je connais sa tête, mais j'ai fait le transfert d'une photo. Donc là il y a mon grand parce que lui c'est lui qui était le plus contrasté sur la photo, donc on le voit bien, mais le petit enfin, c'était il y a quelques temps, hein, ils ont bien grandi depuis, mais lui il a ses pouces comme ça, là puis il a un sourire comme ça. Il me fait trop rire. Donc moi je sais, donc je vois sa tête là et son sourire, mais l'image était trop claire et pas assez contrastée, j'avais pas assez de détails. Donc c'est normal que mon impression après ce soit pas bien faite. Enfin elle s'est faite au maximum de ce qu'elle pouvait, mais là mon grand le voit mieux. Donc j'ai fait ça, mais ça c'est pas forcément la plus réussie vu la photo que j'ai choisie. Ça je vous avais montré avec un transfert au gel médium, ça c'est en fond gel presse que j'avais fait. Qu'est-ce que j'ai fait de nouveau? Ça, je vous ai montré aussi, hein, c'était un transfert de magazine et là c'était un fond transféré mais que j'ai tout repris après aux acryliques et j'ai fait un transfert au gel médium, ici d'une photo. Tac. Ça c'est des transferts d'impression de photos sur mon imprimante laser. Donc là je vous montrais dans cette vidéo un truc pour pouvoir faire des transferts de vos impressions photos avec votre imprimante laser et comment faire pour que l'impression soit suffisamment ancrée pour que ça marche après avec le transfert sur la gel presse. Donc mon truc c'était de l'imprimer 2 fois. Ça marche très bien quand on imprime 2 fois. Le seul souci c'est qu'il faut réussir à mettre son papier quand on réimprime dessus à peu près au même endroit pour éviter pour que l'impression se fasse vraiment nickel, quoi. Alors moi j'y réussissais dans la majorité des cas, il fallait que je sois précise, mais j'y arrivais plutôt bien, mais c'est vrai que c'est pas le plus pratique. Et puis ça fonctionne bien mais c'est pas optimum. L'une de vous m'avait dit que cette technique-là de double impression, elle est fastidieuse à cause de ça.
et qu'il existait un paramétrage sur les imprimantes laser pour pouvoir forcer en fait, imprimer en haute qualité. Moi, mon imprimante laser, alors c'est pareil, c'est une imprimante laser HP, j'ai plus vraiment la référence ni le modèle. Je l'ai acheté l'année dernière, mais c'était une imprimante qui était déjà en fin de stock. Je pense qu'ils ont dû sortir une nouvelle version depuis. C'est une imprimante laser couleur et noir et blanc. Elle n'est pas que noir et blanc, la mienne, elle fait aussi couleur. C'est pas une imprimante de haute qualité. Elles sont très chères, les imprimantes. Enfin, très chères, oui, si, c'est cher. Par rapport à une imprimante jet d'encre qui coûte une centaine d'euros, c'est sûr que ça coûte beaucoup plus cher que ça. Après, c'est plus économique quand même en termes d'impression et de dépenses de cartouches d'encre. Mais elle n'est pas considérée comme le haut de gamme. Et moi, ce paramétrage de haute qualité d'impression, je ne l'ai pas. Enfin, j'ai trois types d'impression. J'ai un basse, j'ai un curseur bas, un curseur moyen, enfin normal, et un curseur haute impression, haute qualité. Et même quand j'imprime en haute qualité, j'avais pas assez d'encre pour me faire des transferts. Il fallait que j'imprime 2 fois de suite pour avoir suffisamment d'encre. Donc moi, cette fonction, je ne l'ai pas. Et même dans les paramétrages avancés, j'ai beau regarder, c'est pas, ou alors s'il existe, je ne sais pas où il est, mais franchement, j'ai quand même bien fouillé et j'ai rien trouvé. Par contre, on peut biaiser un peu l'imprimante et le tonnerre de l'imprimante en lui disant, je lui mens à mon imprimante, je lui dis en fait que j'imprime sur un papier qui n'est pas celui que j'utilise. C'est-à-dire que dans mon imprimante, j'ai en fait je peux imprimer sur plein de papiers différents. Et en fonction du papier que j'utilise, il faut que je sélectionne en fait dans ma petite barre de sélection en fait quel type de papier. Si c'est un papier photo brillant, eh bien l'imprimante, il faut qu'elle le sache parce que sa technique d'impression ne sera pas la même que si c'est un papier d'imprimante classique en termes d'absorption en fait de l'encre. Si c'est un papier poreux ou moins poreux, l'imprimante, elle a des paramètres à l'intérieur prédéfinis en fonction du type de papier qu'on utilise. Donc moi, j'avais l'habitude, j'imprime sur du papier ordinaire, je lui dis que j'imprime sur du papier ordinaire. Quand j'imprime sur du papier un peu plus épais, type aquarelle, mais moi, le 300 grammes ne passe pas dans mon imprimante, c'est trop épais, il faut que ce soit un peu en dessous. Il faut que je lui dise que j'imprime sur du papier rugueux, parce qu'effectivement, le papier a du grain, et en fait, l'imprimante va me prendre mon papier et va imprimer, mais très lentement, beaucoup plus lentement, pour éviter en fait que ça bave et que ça vienne racler et me faire des traînées. Si je fais pas ça, si je lui précise pas que c'est du papier rugueux épais, du coup l'impression elle se fait pas bien et ça me fait des marques, des traces. Donc voilà, donc il y a plein de types de papiers différents. Et en fait là, je me suis trompée, j'ai imprimé en fait, je voulais imprimer sur mon papier de soie pour travailler Alice au Pays des Merveilles avec mon acrylique. Et en fait, comme je voulais pas que l'encre bouge et que j'allais travailler dessus, je voulais quelque chose de costaud. Donc en fait, j'ai dit à mon imprimante que j'allais imprimer sur du papier. En fait, j'ai dû dire papier rugueux, parce que je savais qu'avec le papier rugueux, j'allais avoir quelque chose d'assez intense, assez marqué, quoi. Comme si ça chauffait ou... je pense pas que ça chauffe, mais moi, c'est l'idée que je m'en faisais. Et ça me permettait en fait de fixer encore un peu mieux le motif sur mon papier qui était un papier de soie. Et donc j'ai lancé mon impression comme ça, mais en fait ça a pris les feuilles qui étaient chargées dans mon bac, qui n'étaient pas du papier de soie. C'était du papier haute qualité HP, donc un papier type Bristol en fait, pour donner un peu une idée, donc avec un côté un peu glacé. Et en fait ça a imprimé avec ce paramétrage rugueux sur ce papier-là. Et je me suis dit, mince, t'as pas sélectionné ton bac manuel, du coup, il n'a pas pris le bon papier. Et là, je me suis dit, ah oui, mais ça se trouve, peut-être que quand j'imprime sur du papier rugueux, mais que c'est pas du papier rugueux, peut-être que la qualité d'impression est peut-être meilleure. Teste pour voir si ton transfert gel presse marche mieux. Et effectivement, il a marché, donc c'était avec Alice au Pays des Merveilles d'ailleurs, donc c'était le même, hein. J'étais censée imprimer ça sur un papier de soie, donc
Et en fait, mon transfert gel presse n'a jamais été aussi précis et merveilleux que avec cette impression-là, qui était au départ quelque chose de loupé. Donc, comme quoi, d'une simple erreur de papier, alors j'avais bien noté qu'en changeant les paramétrages du type de papier, ça me changeait la façon d'imprimer. Hein. J'avais bien noté ça, mais j'imaginais pas que ça augmentait la quantité de poudre de toner utilisée. Donc maintenant, quand je veux faire des transferts d'impression, eh bien, j'imprime sur du papier, là c'est mon papier HP, c'est un papier HP, je ne sais pas combien il fait de grammes. Il est peut-être un petit peu plus épais, mais c'est marqué haute qualité, je ne sais plus quel était un peu le terme, spécial pour les imprimantes laser, je crois celui-ci. Mais ça, à la limite, je pense que ce n'est pas le papier qui est le plus important, c'est le fait de dire que j'imprimais sur un papier rugueux et ça m'a déclenché en fait une impression avec une quantité de toner beaucoup plus importante. Donc elle imprime beaucoup plus lentement, enfin c'est pas non plus 3 heures, hein, mais elle imprime plus lentement et en fait ça dépose bien plus de poudre. Et du coup, les impressions, les transferts se font mais nickel chrome quoi. Alors c'est d'autant plus vrai quand vous imprimez sur des grands formats parce que du coup vous avez plus de zones noires, même dans des traits, dans des détails. Même les détails qui sont fins sur une impression A4 par exemple, ils sont toujours plus larges que si vous imprimez le même motif sur un format plus petit. Donc forcément que le transfert gel presse, si vous voulez le tester, mieux vaut le tester sur un format A4 pour être sûr des paramétrages de votre imprimante si vous voulez tester ça. Pour que vous soyez sûr que ce ne soit pas votre format plus petit qui pose problème plutôt que le paramétrage de votre imprimante. Hein. Mais ça fonctionne nickel. Alors là, c'est révolutionnaire pour moi. Depuis le temps que je cherchais à faire ça et j'ai testé tellement de choses. Mais au moins, ça y est. Encore une fois, c'est la ténacité. Hein, parce qu'il ne faut pas s'avouer vaincu trop vite. Quoi. Mais après, il faut laisser décanter un peu quelquefois quand ça énerve trop. Là. Et puis après, il faut retenter plus tard. Donc ça, c'était transfert d'impression laser avec gel presse, mais en double impression. Donc, on n'était pas encore dans les techniques... la technique que j'ai découverte après. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça, vous aviez vu. Ça, c'est pareil, quand je faisais mes fonds roses, gel presse, j'en ai fait un dans mon carnet, pèlerin. Donc ça, c'est avec ma gel presse A5. Donc dans les teintes de jaune, de bleu, là, voilà, ça j'aimais bien. Soit je vais le laisser comme ça parce que je l'aime beaucoup tel quel. Pas sûr que je le retravaille, hein. Parce que ce carnet il me permet aussi ça, c'est de garder trace de ces fonds que j'aime bien, mais que j'aime bien comme ça, pas forcément retravailler derrière. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un autre transfert ça c'est une photocopie d'un magazine que j'ai transféré. Donc là c'était double impression encore, c'était encore dans la série des doubles impressions, mais ça me convenait déjà bien à ce moment-là, quand même. Ça, c'est un fond vert avec un transfert qui n'a pas marché comme je voulais. Donc, j'ai refait un fond gel presse par-dessus à peine pour atténuer un peu. Puis, je retravaille. Là, par contre, je referai quelque chose par-dessus. Ça, c'est celui que j'ai fait dans la vidéo avec vous en temps réel, avec la double impression. Toujours. Celle-ci... Je vous l'ai montré à la fin de ma vidéo sur le carnet pèlerin. Donc ça, c'est une page d'art journal classique. Ça, c'est pas un transfert, c'est un collage. Et j'ai travaillé sur un fond gel presse que j'ai tout repris après avec la photo que j'avais choisie. Et là, ce sont feuillages faits avec de la peinture acrylique ici. Donc fait à part et détouré, recollé sur une page de livre. Et ici, c'est un autre feuillage. Fait au crayon d'abord et ensuite dessiné au crayon et peint... Non, comment j'ai fait dessiné au crayon sur un fond gel presse et j'ai détouré. Alors que là, c'est dessiné avec les acryliques et j'ai fait tout le contour après avec les acryliques aussi. Et pas sur un fond gel presse, celui-là. Non. Celui-là, il brille un peu, je ne sais pas si vous voyez bien. Parce que j'ai utilisé pour le fond gel presse, j'ai utilisé des sprays Lindy's, pas les spritz, c'est des apéros ça, splits, je crois, c'est les flacons irisés
Est-ce que j'en ai un là? Comment? Spritz. Spritz, voilà, c'est ça. Là, c'est le Fossilis d'Amber, mais c'est le doré, en fait. C'est ça. Et que je mets sur la gel presse aussi. Enfin, ça, c'est pareil. Il faudrait que je vous montre ça aussi. Là, ça brille un petit peu. Ça, j'ai dû vous le montrer aussi dans la vidéo. Donc là, c'est un fond gel presse et j'ai juste collé après une photo dessus. Tac, tac. Là, non, j'ai pas fait ça. J'ai pas fait grand chose. J'aime beaucoup moins toutes ces feuilles beige jaune là. Mais par contre, avec du gesso mis au rouleau par-dessus, ça me convient bien mieux. Donc je vois le jaune de temps en temps et le blanc, et j'aime bien ça. Mais tel quel comme ça, j'ai beaucoup de mal à travailler dedans. Donc je pense que je vais mettre des coups de rouleau de gesso par-dessus, histoire de les préparer un petit peu. Mais ça, c'était pareil, une photo de mon petit là. Ça, c'est pareil, c'était il y a quelques temps encore. Mais c'est pareil, elles sont assez surexposées les photos et j'ai pas beaucoup de détails contrastés. Donc on voit le chapeau un peu, ces petits yeux malicieux là. Celle-ci, je vous l'ai montré dans la vidéo. Donc ça, c'était aussi un fond gel presse avec un pochoir cette fois. Et la double impression et transfert. Hop. Celle-ci, on est sur deux transferts. Je crois que celui-là aussi, je crois me rappeler. Les feuillages, je vous avais dit qu'ils avaient eu plusieurs vies. Ils avaient été noirs avec des détails blancs, puis blancs avec des détails noirs. Et puis là, c'est un transfert sur le papier noir du carnet pèlerin, mais qui s'arrache un petit peu. Donc, il faut faire attention. Mais c'est sympa, ça donne d'autres effets. Voilà. Ensuite, on va arriver à la page d'Alice version aquarelle. Ça vous fera du teasing pour la prochaine vidéo. Ça, c'est un fond rose, j'aime bien. Rose et gris, là j'en ai un petit bout dans mon carnet des couleurs. J'aime bien. Je pense que je mettrai quelque chose dessus, mais très léger parce que je l'aime bien comme ça. Et ensuite... tac, tac. Ouais. Alors, et là, c'est la page d'Alice au pays des merveilles. Donc, c'est exactement... Ça, c'est ce que vous verrez dans la prochaine vidéo. C'est exactement le même dessin que sur mon carnet des couleurs. Mais cette fois, c'est mis en couleur aux aquarelles. Aquarelles classiques. Hein, et sur une feuille de carnet, de ce carnet qui est... hop, je vous montrerai ça après. Qui est pas faite pour ça, quoi. Hein. Donc, dans la vidéo, je vous explique un petit peu comment je prépare tout ça, comment je procède. Et donc là, vous voyez, donc c'est le même dessin, mais pas mis en couleur avec les mêmes choses. Et si je vous mets les deux l'une à côté de l'autre. Hop. Le violet. Tac, tac. Alors, on va faire ça comme ça. Est-ce que vous voyez les deux l'un à côté de l'autre? Donc vous avez la version acrylique ici et la version aquarelle. Donc vous voyez que il y a beaucoup de vibrance sur l'aquarelle, beaucoup de vibrance sur l'acrylique, mais par contre c'est pas pareil, mais pour moi ça m'intéresse tout autant. C'est juste pas le même travail, pas le même médium, mais j'aime beaucoup aussi la partie aquarelle, ça fait encore plus page de livre, je trouve. Donc là, par contre, j'étais plus en terrain conquis hein, sur cette partie-là. La seule petite chose à laquelle il fallait que je fasse attention, c'était au type de papier. C'était pas du papier aquarelle, donc il fallait que je me méfie.
et que je pense bien à faire certaines choses pour éviter qu'il soit trop fragile. Mais une fois qu'il a été bien préparé, je ne vais pas tout vous dire aujourd'hui, puisque la vidéo elle est déjà bien assez longue là aujourd'hui, mais je vous explique tout hein, dans le tuto. Mais si ça peut vous aider, mais en fait j'adore vraiment ce que ça fait. Et puis quand on prend la page, elle reste quand même souple quoi. Et j'ai adoré aussi travailler. Et là j'étais plus en détente, c'était plus facile pour moi. Et puis ici, hop, ça c'est un transfert. Donc ça c'est pareil, donc c'est une impression laser avec mon paramétrage là, farfelu là, qui se fait nickel. Hein. Et puis sur un transféré après sur un fond, c'est un transfert gel presse et j'ai réactivé en fait mon impression avec un petit crème beige là. Et j'ai mis ça sur un papier type papier japonais qu'on utilise pour quand on fait de la calligraphie japonaise. Il y a des feuilles de papier japonais qui sont prévues pour. Je l'ai là, tant qu'à faire. Il y a plein de sortes, mais moi j'ai un bloc comme ça. Et en fait à l'intérieur vous avez le papier pour un papier plutôt fin blanc et un papier de protection en fait qui est un petit peu différent. Ça fait un peu papier buvard pour éviter que ça se transperce trop. Et c'est sur ce papier un peu buvard. Alors on doit pouvoir faire de la calligraphie aussi dessus. Hein. Ou alors moi je l'utilise pas bien et la calligraphie elle se fait plutôt sur celui-là. Je sais pas, ça se trouve. Je suis là, pardon. Ça se trouve, je l'utilise pas comme il faut. Mais il me semble que c'est ce papier-là lisse et fin qui sert à faire la calligraphie avec les pinceaux, l'encre de Chine et tout ça. Et en dessous, on a un papier de protection type buvard pour protéger la feuille qui suit. Et en fait, c'est ce papier-là, en fait, il a une texture un petit peu plus particulière et qui ressemble un peu à certaines pages du carnet Lamalie d'ailleurs, Pèlerin. Et je les récupère, moi, pour les travailler avec des fonds gel presse, ce genre de choses. Donc, c'est ce bloc-là. Mais il y en a plein d'autres. Hein. Ça, c'est un Mule. Hop. Tac. Donc, en fait, là... Donc, normalement, j'ai rien collé, mais ça devrait venir comme ça. Je vais coller ça ici. Et puis de l'autre côté, là c'est un transfert gel presse de magazine. C'était une photo avec un mur de briques. Et je trouvais ça sympa de le mettre en rappel du mur sur lequel est installé, comment il s'appelle, l'œuf dans Alice au Pays des Merveilles. C'est de l'autre côté du miroir, je crois. C'est dans la deuxième histoire. Donc voilà, donc ça aussi, ça va bien se coller. Et puis une dernière... Ça, c'était pareil, c'était dans mes tests d'impression. C'est un petit clin d'œil à la Reine de Cœur, ici avec une photo trouvée sur Pinterest. Et c'est pareil, c'est un transfert d'impression laser que j'ai fait avec la gel presse, sur un fond la même couleur que pour la précédente. Donc là, il y a une petite thématique Alice au Pays des Merveilles qui s'installe dans ce carnet, là, sur la fin. J'en ai d'autres sous le coude, j'ai d'autres idées, donc je compléterai au fur et à mesure. Donc voilà mon pèlerin, j'adore. Je travaille dedans comme je travaillerais dans un junk. Et puis je me prends pas trop la tête avec ce carnet en fait. C'est beaucoup un carnet d'exploration, soit un carnet dans lequel je veux conserver des fonds gel presse que j'aime bien. J'avais un fond d'ailleurs, il doit être quelque part par là, d'impression végétale que j'aimais beaucoup. Je pensais l'avoir laissé, il doit être coincé quelque part. Je ne le retrouve pas. Bon, bref, vous le verrez la prochaine fois. C'est pas grave. Donc, ouais, j'adore ce carnet. Franchement, j'ai mis du temps avant de me lancer dedans, mais maintenant que je suis lancée, il me sert à faire plein de trucs sympas. Enfin, sympas, que je trouve sympa moi, mais sans trop de prise de tête. Et puis oui, s'il y a des fonds gel presse que j'aime bien et que j'ai pas forcément envie de retravailler, et ben du coup je les colle dedans, et comme c'est un petit format, ça fait comme un écran, alors que les fonds gel presse A4
Je trouve que c'est moins facile, il faut les plier en deux. Moi, je faisais ça dans certains carnets aussi quelquefois, mais là, je trouve que ça se prête bien comme format. Donc, ouais, trop contente. Alors, 2 heures, oh là là. Bon, tout ça, c'était des fonds gel presse sur papier de soie. Je ne vais pas vous remontrer, d'autant que pour l'essentiel, vous les avez vus, c'est ma vidéo sur les impressions végétales. Donc, bon, vous les avez en gros déjà vus. J'en ai fait d'autres, mais c'est sensiblement la même chose. Donc, ça sert à rien que je prenne du temps là-dessus plus. Hop. Et alors, dans vos questions, alors, vous me demandez justement, avec toutes ces impressions gel presse, sur quel type de papier de soie, en fait, sur quel type de papier de soie on peut en faire. Est-ce que ça marche pour tout? Vous me dites que pour vous, certaines fois, le papier est trop fin et il se déchire, votre papier de soie. Moi, les tests que j'ai faits, alors j'ai fait plein de tests différents. Ça marche avec à peu près tout. Celle qui marche le mieux, c'est le papier de soie de bonne qualité. Donc, il ne faut pas qu'il soit trop fin. Et par exemple, moi, je récupère ceux des colis Shoe & Flower. Quand vous faites une commande chou, alors nous, dans nos colis d'été, mais je pense que vous aussi, dans vos colis, vous devez recevoir peut-être vos produits, soit dans des enveloppes, mais autrement dans du carton, peut-être avec du papier de soie. Moi, c'est en tout cas le papier que je récupère dans mes colis Shoe & Flower. Et en fait, ce papier de soie, il est quand même d'assez bonne qualité. Et quand je fais mes fonds gel presse avec, son avantage, c'est qu'il ne va pas complètement se friper. Le souci, c'est que quand vous utilisez un papier trop fin, il va se gorger de l'humidité en fait de votre acrylique que vous aurez mise dessus. Et il va se friper. Alors normalement, le papier de soie, quand il est assez épais, quand on le chauffe avec le heat gun, il se retend. Et ça nous fait une impression nette. Par contre, si votre papier de soie il est plus fin, eh bien, même si vous chauffez, il va garder le côté fripé. Et en fait, tout là où il y aura les plis, le côté froissé, vous n'allez pas avoir d'acrylique en fait sur ces parties-là. Donc le papier qui va être coincé là comme ça, plié. Et quand vous allez retirer votre impression, sans parler que ça se déchire, mais ça, l'une d'entre vous m'a parlé, je vais vous en parler après sur le type de gel presse. Mais sans parler de le déchirer, mais il va quand même relativement bien résister. Mais par contre, tous les plis, vous allez les voir en blanc, enfin sans couleur, et ça va vous faire quelque chose d'assez craquelé en fait. Alors, ça donne des effets plutôt sympas, hein, mais quelquefois, c'est pas ce qu'on veut. On veut un motif plutôt, si je veux un motif de feuille, je veux pas que ce soit craquelé sur la feuille, quoi. Donc si votre papier de soie il est trop fin, eh bien, effectivement ça peut être embêtant parce que vous allez avoir ce côté fripé qui va pas pouvoir se détendre. Moi les papiers de soie que j'utilise, vous en avez dans le commerce aussi, hein, si vous allez dans les magasins de loisirs créatifs, ils sont vendus quelquefois sur des barres comme ça, feuille par feuille ou en bloc, enfin pas en bloc, mais en pack. Vous avez des feuilles A4 aussi, ça existe, mais c'est plus souvent des grandes feuilles, hein, ce qu'utilisent aussi les fleuristes pour leurs bouquets de fleurs et tout ça. Donc normalement, vous le verrez si quand vous mettez à la lumière, il est pas trop transparent, c'est qu'en fait, sur la gel presse, il va bien résister, puis c'est surtout qu'il va pas se friper. Enfin, s'il se fripe, si vous chauffez, il va se défriper assez facilement. Dès le départ, si vous chauffez dès le départ, il n'y a pas de souci. Le problème avec les papiers de soie qui sont plus costauds, c'est qu'en fait, du coup, comme ils ont moins de transparence. Donc, quand vous les collez après dans vos carnets d'art journaux, il ne faut pas espérer récupérer, en fait, mettons si vous avez un fond avec une page de livre et que vous collez au fluide médium, avec certains papiers de soie qui sont plus fins, et ben, ils vont devenir assez transparents quand vous allez les coller. Et les papiers de soie qui sont plus costauds, donc qui sont un petit peu plus épais, ils sont déjà moins transparents, on le voit, mais
quand on les colle, eh bien, ils gardent une certaine opacité. Donc, ça fait un voile un peu blanchâtre. Donc, quelquefois, c'est embêtant d'avoir des papiers de soie qui soient trop épais parce qu'en fait, quand on veut faire des collages après, ça dépend ce qu'on veut faire. Mais si on veut garder une transparence, eh ben, avec ce genre de papier, on ne l'a pas. Le papier des boîtes de chaussures qui sert à caler quelquefois dans les chaussures, en fait, qui est mis tout en bouchon, là, qui sert à caler les chaussures, celui-là, en fait, il est assez fin. Et celui-ci, alors les impressions gel press, ça marche dessus, mais c'est surtout qu'il y a un côté un peu plus transparent parce qu'il est beaucoup plus, il est moins costaud et moins épais. Pour autant, les fonds gel press se font bien dessus. Moi, j'ai pas de souci. Hein. Pardon. Avec, mais ils sont un peu plus fins. Et du coup, quand on les colle, par contre, ils ont une meilleure transparence aussi. Donc, ça marche un peu avec tout, hein. Après, il faut faire vos tests. Il y a le Daily Paper aussi. Ça, moi, je l'utilise. Alors, moi, j'ai une grosse boîte. Pardon. C'est pas que je vous le conseille pas. C'est que, en fait, il est très dur à trouver en France. On le trouve qu'aux États-Unis. Et du coup, bah, comme c'est un produit qui vient des États-Unis, le produit en lui-même, il est peut-être un peu déjà cher, mais c'est qu'en plus, pour le faire venir en France, ça coûte bonbon, quoi. Donc, est-ce que c'est vraiment rentable de le faire venir? Franchement, pour ce qu'on en fait, enfin, je ne peux pas vous en dissuader. Moi, je l'ai bien acheté, vous faites comme vous voulez, mais j'ai pas de filon pour le trouver en France, en tout cas. Alors, peut-être que depuis l'année... Moi, je l'ai acheté l'année dernière. Peut-être que depuis l'année dernière, c'est plus facile. Je doute, pour les produits américains, que ce soit plus facile maintenant, mais peut-être. Il y a peut-être des filons en France, des distributeurs qui le font, surtout qu'ils ne se valent pas tous. Hein. Celui-là, c'est un qu'utilise Eugénie, qui l'a depuis très longtemps. Alors, une fois qu'on achète une boîte, il y a un nombre de feuilles. Il y en a 500 à l'intérieur, donc on a le temps de voir venir aussi. Et moi, j'en avais acheté d'autres, et en fait... celui que j'avais acheté, il avait une surface un peu plastifiée. Et ça, je ne le savais pas à l'achat. Donc, c'était un que je pouvais avoir depuis la France facilement. Et en fait, bah, il ne m'intéressait pas puisque je ne faisais pas vraiment de choses... En fait, l'avantage du Daily Paper, c'est que quand on le colle, il devient presque translucide avec le fluide médium et le gel médium. Contrairement à certains papiers de soie, comme je vous le disais, qui gardent une petite opacité. Donc bon, c'est la marque Logan Wrap. Alors c'est pas non plus, ça ressemble un peu au papier sulfurisé, mais il est plus fin que ça. Et c'est pas tout à fait, c'est vraiment particulier. Hein. Logan Wrap, ouais. Donc, donc celui-ci, je peux faire des impressions dessus. Et pour me faire des collages après en transparence, bah, du coup il convient bien. Par contre, je trouve que pour les impressions gel press, quand on travaille sur une couche d'acrylique qui est assez épaisse, il a tendance à se friper très très vite et du coup à pas se détendre après quand on le chauffe. Donc on a plein de petits stries. Donc il faut faire attention à la quantité d'acrylique qu'on met sur la gel press pour éviter un peu ce phénomène-là. Donc voilà, donc ça s'appelle le Daily Paper. Je vous dis... c'est pas du tout rentable et économique, hein, mais bon, voilà. Après, si vous êtes comme moi... Après, vous vous mettez à plusieurs pour en acheter, puis vous partagez le package, je sais pas. Mais... Donc, c'est Logan Wrap. Mais bon, pour les transferts pour les impressions gel press, je l'aime pas trop, en fait. Je le préfère quand je l'utilise soit avec des tamponnages et que je colle d'après dedans, ou alors avec des impressions avec mon imprimante laser. Voilà. Mais autrement, le papier de soie, oui. Après, ce qui peut faire la différence, mais ça, moi, je ne le savais pas. Quand j'ai acheté mes gel press, c'était il y a 5 ans, peut-être. On est en quelle année? En 2025, c'était pendant le Covid. Donc, c'était en 2000, la référence, avant, après Covid. En 2020. Moi, il n'y avait pas 36 000 versions de gel press. Il y avait, en fait, deux grandes marques. Il y avait Jelly Plate, je crois qu'elle est la marque originale, je crois. Et il y a la marque, gel press. Donc, moi, celle que j'ai, c'est des gel press. Donc, c'est des gel press de qualité, pas professionnelle, mais c'est des gel press standards. Enfin, avant, il n'y avait que ça.
Aujourd'hui, il y a plein de marques qui sortent leur propre gel presse. Il y a Craftelier qui sort la sienne, il y a Action, je crois, qui a sorti la sienne. Moi, moi j'ai déjà les miennes et quand j'en achète, parce que j'en ai plusieurs modèles de la même taille, je rachète toujours celle-ci parce que pour moi, c'est ma base, c'est ma référence. Mais l'une d'entre vous m'a dit qu'en fait, ce qui pouvait aussi provoquer des problèmes de papier qui se déchirent, moi j'ai rarement le cas. C'est pour ça que je vous ai donné des trucs et astuces par rapport à ça, mais ça m'est déjà arrivé que le papier se déchire, mais c'était souvent parce que j'avais beaucoup de peinture et que le papier s'était ramolli et que j'avais pas laissé sécher suffisamment longtemps. Et en fait, il y avait une partie qui était sèche et une partie qui était encore un peu humide et que le papier, il s'est décollé quand c'était encore humide, mais là où c'était sec, il y avait de la résistance et ça s'était déchiré. Mais ça restait pas collé à la gel presse. C'était plus une histoire d'excès de peinture ou de séchage, c'était tout. Mais en fait, oui, l'une d'entre vous m'a dit que ce qui faisait la différence, c'était la marque. Alors moi, forcément, quand j'ai acheté les miennes, il n'y avait pas 36 marques. Donc, j'ai jamais mis en doute la qualité de la gel presse puisque c'était celle qu'utilisaient tous les artistes de mix média et qui faisaient de la gel presse. Donc, j'avais pas de doute sur la qualité du produit. Je ne remettais pas en doute ça puisque si j'avais des soucis, c'était moi qui ne savais pas m'en servir, quoi. Mais apparemment, sur celles qui sont sorties depuis dans d'autres marques, les qualités, là, c'est vraiment pas le même produit. Et souvent, apparemment, de ce que vous me disiez, je crois que c'est toi, Marilyn, si je me trompe pas, qui me disait ça, c'est qu'en fait, suivant les marques, il pouvait y avoir des soucis, quoi. Et c'était la gel presse qui posait problème et pas forcément notre technique. Donc attention, suivant ce que vous avez, moi je vous conseille vraiment d'acheter... si vous voulez faire le maximum de choses, hein, c'est d'acheter les versions originales, quoi. Donc, il y a Gel Press, donc c'est cette marque-là. Vous reconnaissez avec le motif en dessous, là. Et Jelly Plate. Elles sont pas données, hein. C'est vrai. Effectivement, mais c'est des produits qu'on garde une vie, hein. Ça s'altère pas, puis plus on l'utilise et plus, justement, elle se bonifie, quoi. C'est... souvent, même les premières impressions, quand on vient juste de l'acheter, elles sont pas super parce qu'en fait, elles ont pas le pouvoir collant, le côté collant de la plaque très très marqué. Et au début, les premières impressions, elles sont pas top. Donc, faut un peu l'amorcer, quoi. Faut en faire plusieurs pour bien la démarrer. Mais apparemment, il y a des marques. Alors, je pense que Craftelier, je sais pas. Après, c'est pareil, ils ont leur marque. Il y a des produits qui sont bien, puis d'autres qui sont moins bien. Mais Action, faut faire attention. Il y a des choses qui peuvent suffire, et puis d'autres, ouais, c'est toujours de l'argent de perdu si c'est pour avoir un produit qu'on n'utilise pas, quoi. Donc voilà. Mais moi, j'ai pas de retour à vous faire. J'ai que ces marques-là, et moi, j'ai pas de soucis. Les impressions végétales, est-ce qu'on peut les faire? Oui, sur n'importe quel papier. Eh bien, oui. Effectivement. Donc, le papier de soie, plus le papier est fin et plus il faut essayer de faire attention quand même en le décollant là, mais ça marche plutôt bien, c'est ce que je vous ai expliqué. Et puis après, le papier d'imprimante, le 90 grammes, vous pouvez le faire. Le 60 grammes, j'ai pas testé. Mais pourquoi pas. Attention à la marque de votre gel presse du coup, mais ça marche aussi, hein. Certaines aiment bien le faire sur du papier style papier Bristol ou DCP pour le côté très lisse. Moi, c'est pas ce que je préfère, mais moi j'aime bien quand il y a un petit peu de grain. Mais ça marche aussi. Si vous voulez faire ça sur du papier aquarelle, alors essayez de ne pas prendre du 100% coton parce que là ce serait utiliser du bon papier aquarelle cher pour aucun effet différent, mais prenez un papier en cellulose et du coup vous aurez un côté un peu râpé et vieilli avec le grain du papier, ça peut être très intéressant. Moi j'ai commencé à travailler mes fonds gel presse avec ce genre de papier là parce que j'aimais bien. Par contre du coup les papiers aquarelles ils font souvent 300 grammes, c'est assez épais. Donc, si vous voulez faire des impressions végétales, vous n'aurez pas autant de détails avec un papier épais. Le mieux, c'est des papiers quand même assez fins pour que ça se ramollisse bien et que vous puissiez épouser vraiment la forme de votre feuille ou de votre fleur. C'est pareil pour les pochoirs aussi, ça marche mieux. Enfin, après, ça marche mieux. Les effets ne sont pas les mêmes, mais si vous voulez avoir des choses précises,
il vaut mieux que le papier que vous mettiez dessus, eh bien, il soit quand même pas trop épais. Pas de là à avoir que du papier de soie, hein, mais un papier à dessin classique ou un papier d'imprimante, ça marche très bien. Pour les collages, c'est pratique derrière parce que vous apportez peu d'épaisseur et vous pouvez superposer. Et moi, ce que j'aime bien utiliser, c'est du papier type papier à dessin. Moi, j'utilise... là, c'est que des papiers que je teste. Hein. Celui-là, parce que c'est un papier Fabriano. Alors, c'est pas le temps fait que ce soit Fabriano, c'est le fait que le papier il soit un peu crème. Et suivant dans quel carnet je travaille, j'aime bien avoir un papier qui soit raccord avec l'esprit de mon carnet. Donc si je suis sur un carnet avec déjà des papiers qui sont un peu vintage, je vais préférer travailler sur ce genre de papier-là. C'est pas jaune non plus, hein. C'est un papier naturel, quoi. Enfin... Et puis autrement, hop, donc celui-là il fait 90 grammes, hein, c'est pas épais. Et puis autrement, je peux utiliser celui-là, donc c'est le Fabriano quand je veux du blanc. Celui Fabriano. Donc c'est Fabriano aussi, mais on n'est pas dans la même gamme, hein. Là c'est papier mix média. Là c'est quand je veux faire des fonds gel presse avec du papier blanc. Et celui-là il fait 160 grammes, mais je peux utiliser aussi du papier à dessin, tout simple. D'un grammage moins fort mais avec un petit peu de grain et du coup j'aime bien les effets de la gel presse dessus pour le côté un peu râpé, vieilli, c'est ça que j'aime bien. J'aime moins quand c'est tout lisse, mais c'est une question de goût, hein, c'est tout. Donc oui, avec n'importe quel papier tu peux, faut que tu testes, mais ça marche avec tout. Et encore une fois, je le redis, attention, ça je le savais pas, mais attention, moi ça marche parce que j'utilise une marque de gel presse réputée, quoi. Hein, attention avec les marques, les sous-marques, enfin les marques low cost, mais avec ce genre de gel presse, il n'y a pas de souci. On m'a posé une question sur mon pinceau traînard, celui que j'utilise pour faire mes herbes folles. J'ai dû l'utiliser pour ma vidéo avec le petit linge qui sèche là, ma petite lessive à la campagne. Celui que j'ai utilisé dans cette vidéo, c'est la marque Silver Silk. Donc c'est comme les Black Velvet, mais c'est une autre série. Hop, dans ce sens-là peut-être. Je ne sais pas si tu verras bien. Là c'est une taille 0. Silver Silk 88. Et c'est 8807S la référence dans la série des liners. J'en ai plein des traînards. Là, c'est parce que c'était un nouveau que j'avais acheté, que j'avais voulu tester. Tu me demandais si les poils étaient nerveux, plutôt nerveux. Ils sont pas souples. Hein. Donc, du coup, tu as de la résistance. Moi, je pense que c'est plus facile. Enfin, pour les effets d'herbe, c'est plus facile avec ce genre de poils. Enfin, moi, je suis plus à l'aise en tout cas. Mais alors, ça, c'est celui que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps. Mais depuis, j'ai acheté celui-là de Princeton, qu'on trouve au Géant des Beaux-Arts. Chez Rougier Play, je suis pas sûre. Moi, c'est les 2 magasins de Beaux-Arts principalement. Et dans mon petit magasin indépendant, franchisé d'Albe, mais c'est un magasin qui est là depuis des générations. Enfin, il y a au moins 2-3 générations. Ils se transmettent ça de... C'est les enfants qui reprennent après. Je crois que c'est toujours le cas. La Parlette Saint-Luc, pour celles qui connaissent à Nantes. Eh bien, je ne suis pas sûre qu'ils les font. Mais au Géant des Beaux-Arts, oui, puis ils sont en vente dans les boutiques. Si vous avez la chance d'avoir une boutique près de chez vous. Tu fais la même chose avec ceux-là. Hein. Ce n'est pas des pinceaux aquarelles, c'est mix média, mais ça fonctionne très bien. Et on est sur la même raideur, j'allais dire. La même nervosité. Hein. Donc là, c'est une taille 0. Ils ne sont pas faciles à trouver. Aquarelle et pinceau, peut-être. Je ne sais plus où j'ai acheté les miens. Ceux-là, là, les manches violets en traînard, franchement, en Princeton, ça suffit large. Enfin, c'est très bien. Hein, et c'est plus facile à trouver. Hein. Mais bon, si tu voulais savoir la marque, voilà, c'est ça. Silver Silk. Donc ça, c'était pour les traînards. Ensuite, le petit pinceau que j'utilise. Ah oui, ça, c'était toi, Cali. Tu me demandais le petit pinceau que j'utilisais pour les détails de l'encre, si je ne me trompe pas, c'était ton com,
Donc c'est la page que j'ai faite il n'y a pas longtemps avec les petites algues et l'encre et les petits poissons là. Eh bien, c'est les Tintoretto que j'utilise. Tintoretto, alors quelle série? Parce qu'il y en a plein. Là, c'est la série 732. Je devais utiliser peut-être une taille 2. C'est ça. C'est Tintoretto. Tac. Taille 2. Je pense que tu verras la référence ici. La taille 2 est pas mal. Plus fin encore, hein, ils font jusqu'au double 0, je crois, dans cette série-là. Là, c'est super fin. Franchement, moi, j'utilise pas beaucoup. La taille 2 est assez fine, mais la taille 1 peut être pratique aussi quand même. Donc, ça devait être sûrement celui-là ou un plus petit, mais celui-là, ça suffit déjà. Et autrement, ce que j'utilise, c'est on appelle ça des pinceaux repiqueurs. C'est des pointes courtes comme ça, pour vraiment les détails assez fins. C'est Tintoretto toujours, mais c'est dans leur série synthétique. C'est la série 206 Perla. Ici, c'est une taille 1. Et en fait, je m'en sers quand je veux travailler des petites zones et que du coup, je veux être précise dans la gestion de l'eau. Je veux pas avoir trop d'eau parce que même dans les pinceaux qui sont fins, quand ils sont en poil naturel, ils se gorgent quand même pas mal d'eau. Alors que ceux-là, cette série-là, ils sont en poil synthétique. C'est dans enfin, Tintoretto, c'est une bonne marque, mais on est dans le bas de gamme, enfin le bas de gamme, dans les gammes en dessous en fait, mais qui sont du coup pas chères du tout, hein, ça va avec le prix aussi, mais qui sont toujours très très bien. Et moi, qui me permettent justement de pas avoir beaucoup d'eau, comme les poils n'en retiennent pas beaucoup, et d'être plus précise dans ma gestion de l'eau en fait quand je travaille des toutes petites zones. Ça s'appelle un repiqueur, mais là c'est que la pointe est toute courte. Voilà, donc, quand je veux travailler des détails en ce moment, parce que ça change beaucoup, hein, et puis quelquefois je reviens, je réutilise mes Black Velvet aussi en ce moment pour les fonds, enfin j'aime bien changer, mais en ce moment voilà, principalement, c'est principalement ça. Ensuite, quelle plume tu utilises? Ah oui, alors là j'étais bien embêtée parce que j'ai plus la marque de ma plume, moi. C'est ça le problème, j'en ai plusieurs, mais... j'ai ça principalement et j'ai ça. En plus, elles sont... Il y a l'encre de Chine qui reste dessus et je vois encore moins bien ce qui était marqué, mais... En fait, c'était pas une plume spéciale dessin, parce que ça existe. C'était une plume pour l'écriture, parce qu'en fait, elle me permettait d'avoir plus de réserve d'encre à l'intérieur et j'avais moins besoin en fait de venir en reprendre à chaque fois quand je faisais mon dessin. Brose, je sais plus, je l'ai acheté au Géant des Beaux-Arts dans le rayon de la calligraphie là. Et c'était tout un set, il y avait plusieurs plumes dans ce set là, il y avait et c'était des plumes pour l'écriture, mais je saurais pas te dire. Et j'en ai une autre beaucoup plus longue et fine. Et celle-ci, c'était dans une petite boîte. C'est super précis ce que je te dis. Pour toi, pour vous, parce que vous êtes au moins 2-3 à m'avoir posé la question. C'est des questions qui datent du début de l'année, ça. Pardon. Hein, mais c'est pareil, là encore, j'en ai acheté plusieurs parce que les premières que j'avais achetées, qui étaient pour le dessin, je m'étais dit, bah, pour le dessin, du coup, je peux dessiner avec. Mais en fait, soit moi, j'étais pas à l'aise, ou je savais pas m'en servir, mais en fait... ça me déposait très peu d'encre à chaque fois. J'étais toujours obligée de revenir prendre des machins. Donc c'est pareil. Là aussi, j'en ai acheté plusieurs. Il y en a certaines dont je ne me sers pas, mais pour les tester parce que... Mais alors, du coup, je ne peux pas vous donner trop de références, quoi. Mais ce n'est pas des plumes pour le dessin, c'est des plumes pour l'écriture, en tout cas. Et voilà, ces deux-là, principalement. Donc oui, là, je ne suis pas précise dans mes réponses, mais je ne peux pas faire beaucoup mieux. Quel médium j'utilise pour coller mes photos, enfin mes
mes impressions. Quand je fais une impression laser d'une photo et que je la détourne et que je la colle, et ben là, ça dépend. Si je la colle directement sur le papier, c'est-à-dire je la colle sur mon papier puis je fais un truc à l'acrylique autour, et ben de la colle en bâton, toute simple, hein, ça suffit. Forcément, je vais pas l'avoir là proche de moi. Ah si, là voilà. Hop. Moi j'utilise ça, la colle des écoliers, la colle UHU. C'est celle que je... Par rapport à la colle Cléopâtre en bâton, moi je suis plus à l'aise avec celle-là. Donc voilà. Ça c'est quand tu colles directement sur un fond de page, mettons, où tu as un fond déjà de papier. Si tu veux coller sur un fond qui est à l'acrylique, ça peut marcher, mais l'acrylique, comme c'est une surface non poreuse, tu vois, c'est un peu plastique. Donc ça peut tu peux la décoller, quoi. Donc ça, quand je veux coller des papiers les uns sur les autres, des papiers vraiment, des feuilles de livre par exemple, que je veux coller ça sur un fond de page et c'est déjà en fait un papier, je peux utiliser ça sans problème. Par contre, si c'est un fond que j'ai fait déjà à l'acrylique ou à la gel presse, ça peut marcher, mais pour être sûre, je préfère utiliser soit du fluide médium. Donc ça, c'est la version Liquitex. Moi, j'utilise la version mat parce que j'aime pas trop quand ça brille. Enfin, j'aime bien choisir quand je veux que ça brille. Donc par défaut, c'est mat et si je veux que ça brille, je peux rajouter un peu de glossy par-dessus, ou un médium glossy, pas le glossy accent, mais le médium glossy. Mais par défaut, c'est mat. Et puis, après, ça dépend. Si je suis sur quelque chose d'assez fragile et assez fin, le papier de soie, ça dépend. Si j'utilise le fluide médium pour coller en fait quelque chose de très fin, je prends le risque de ramollir mon papier qui est déjà fin et de le fragiliser et de le déchirer en étalant la colle par exemple. Donc ça, pour éviter ça, il faut d'abord mettre le fluide médium avec un pinceau, mettre sa feuille de papier de soie par-dessus et avec une raclette, essayer tout doucement de bien venir coller son papier. Et une fois que ça c'est fait, une fois que le collage est fait, si vous voulez consolider, vous séchez et ensuite vous remettez une couche de fluide médium par-dessus. Comme ça, le papier est déjà collé et moins fragile parce qu'il est déjà retenu par la colle du dessous. Donc c'est colle en dessous, on sèche et colle au-dessus. Enfin, en tout cas, moi, je trouve que c'est comme ça qu'on prend le moins de risques. Après, on peut faire colle en dessous ou colle au-dessus en même temps. Mais moi, je trouve que c'est plus facile comme ça et moins risqué avec du papier type papier de soie assez fin. Donc, avec le papier de soie, ça dépend quel papier de soie vous avez. S'il est résistant, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, s'il est un peu plus fragile, il vaut mieux éviter quelque chose de trop liquide. Donc, soit vous utilisez la colle comme ça, en bâton. Là, c'est le produit qui colle sans trop d'humidité. Ou alors, vous utilisez un gel médium. Donc, c'est comme ça. C'est la même chose que ça, sauf que c'est plus épais. Mais ça a le même effet. Hein. C'est un médium qui sert pour le collage, entre autres choses. Hein. On s'en sert pour plein d'autres choses. Et en fait, si votre papier est fin, le gel médium, il est moins humide, donc du coup, il permet un petit peu plus de choses. Donc voilà, et si vous avez des choses un peu épaisses, le gel médium, il peut être plus pratique. Et vous avez aussi la même chose, mais en heavy gel médium. Donc heavy, ça veut dire que le gel, il est encore plus épais et il permet de coller des choses un peu plus lourdes aussi. Ça existe. J'en ai un pot dont je ne me sers pas beaucoup, mais que j'ai sous le coude au cas où. Si j'ai des choses plus épaisses, des papiers plus épais qui collent moins bien, avec le Heavy Gel Medium, c'est la version encore au-dessus, quoi. Mais c'est principalement les deux. Vous m'avez demandé qu'est-ce que j'utilise avec ma spatule. J'ai eu un commentaire comme ça, me dit quand tu utilises ta spatule, tu utilises une colle, c'est quoi la colle que tu utilises avec? Eh bien, c'est principalement le gel médium que j'utilise avec cette spatule-là. Voilà. Après, de votre côté, il faut que vous testiez. Enfin, là, c'est pareil, c'est en utilisant l'un et l'autre sur différents supports et différentes matières que je me suis rendu compte de l'avantage de celui-ci et de l'avantage de celui-là. Hein. Les transferts d'impression laser, c'est avec le gel médium, c'est plus pratique. Avec le fluide, ça peut marcher, mais c'est plus pratique, c'est plus facile avec le gel quand même. Hein.
Tic tic. Et bien justement après, où trouver ta spatule en bois? Alors, ma spatule en bois, ça c'est pareil, c'est Eugénie, mais c'est aussi plein d'artistes de mix média étrangères qui l'utilisent. En fait, c'est la marque Princeton qui vend ça. C'est dans les séries Catalyst. Hop, donc c'est Catalyst by Princeton. Moi ici, c'est la spatule numéro 4 en mini. C'est 0,4 mini. Donc elle est souple et elle est biseautée, comme ça. Le côté pratique, c'est que c'est de la silicone. Enfin, c'est un truc caoutchouc, quoi. Donc en fait, même si on ne la nettoie pas comme moi rapidement, déjà, elle se décolle. Moi, j'adore enlever d'ailleurs ça. C'est un petit plaisir pour moi quand ça se décolle comme ça. J'adore ça. Mais je peux enlever la colle qu'il y a dessus. Et puis autrement, je la passe à l'eau, de l'eau chaude, du savon. Et ça s'enlève bien. Mais ça s'enlève super bien à la main comme ça. Moi, ça me détend de faire ça. Bref, pardon. donc j'utilise ça. Mais... sur Amazon, vous les trouvez, vous mettez Catalyst by Princeton et vous allez avoir toute une série de spatules comme ça. Il n'y a pas que celle-ci, il y en a d'autres aussi. Moi, la mienne, je l'ai achetée, oui, sur Amazon. Vous en avez aussi des plus grandes avec des effets de stries comme ça, mais c'est la même marque, enfin la même série. J'en ai une autre comme ça fait des petites dents là. Voilà. Mais, bien sûr, ce n'est pas du tout indispensable, vous vous doutez bien. Mais après, c'est faites ce que je dis, pas ce que je fais, mais c'est que les spatules, les Maryse que vous achetez dans votre magasin préféré, c'est le même principe, hein. C'est le fait d'avoir quelque chose de souple. Alors là, celle-ci, là, la Catalyst, là, elle est molle sur la pointe, mais en fait, là, c'est plus rigide, donc il y a plus de résistance. Et ça dépend, si on racle ici, c'est mou. Vous voyez là, alors que là, c'est un peu plus, je sais pas comment je peux le montrer. Il y a plus de résistance, ça dépend comment on le prend, quoi, si on prend sur le côté. Mais là, c'est pareil. Ça, c'est un truc que j'ai acheté, c'est la marque, c'est chez Ikea, tiens. Donc voilà, hein. Elle est molle, elle est pas mal molle en fait là, mais si je la prends sur le côté, il y a plus de résistance, quoi. Et puis vous avez aussi les petites spatules comme ça pour les cols pailletés et les petites pattes de texture de... Là, c'est la marque Nuvo. C'est la même chose, hein. On est vraiment sur des produits, enfin voilà. Donc moi je vais pas vous dire ça sert à rien parce que je l'ai acheté alors que j'avais déjà ça. Donc je comprends que ça vous intéresse aussi, mais vous pouvez voilà faire sans et prendre ça, c'est la même utilité, c'est ça que je veux vous dire. Et puis ces outils là, c'est pareil. Une fourchette et vous avez un effet de strie comme ça. Là, c'est pareil, un carton, vous prenez un carton assez épais et puis vous faites des trous en fait avec votre crocodile sur le bord. Hop, vous espacez et puis vous vous en servez de raclette. Enfin, vous voyez, il y a plein d'astuces pour remplacer ces outils-là sans problème. Mais alors, si c'est celui-ci qui vous intéresse, c'est Amazon. Sûrement ailleurs, vous avez ça et ça. C'est pas Amazon, mais ils les font. C'est la Centrale des Beaux-Arts. C'est un magasin de beaux-arts et de loisirs créatifs en Vendée, mais qui a un site internet. Et ils ont plein de produits comme ça pour le mix média. Voilà. Ah oui, quelle heure? 2h35. Les aquarelles pour commencer. Alors là, j'ai une vidéo dans mes bases aquarelles. Il faudrait que tu ailles regarder sur le base aquarelle, mais matériel aquarelle.
Je t'explique les différences entre les aquarelles fines, extra fines. Je t'explique tout ça. Parce qu'en fait, au début, quand on ne connaît pas, on ne sait pas trop, est-ce que je prends de la fine, de l'extra fine, c'est quoi, pourquoi c'est différent, qu'est-ce qui fait la différence et tout ça. Je ne vais pas l'expliquer là maintenant parce que j'en ai pour 3 bonnes heures. Je t'invite à aller voir dans cette playlist-là. Tu auras déjà des réponses à tes questions. Et après, dans les choix, moi, j'aurais tendance à conseiller d'attaquer directement dans les extra fines parce que c'est un basique et les aquarelles, c'est pas périssable. Hein. Tu le gardes ça toute ta vie. Donc, sur les palettes que proposent les marques, comme les grands... Alors, c'est pareil, c'est plus facile d'aller acheter des extra fines chez Sennelier, Winsor & Newton. C'est les 2 plus grandes marques. Daniel Smith aussi, mais on est dans une gamme un peu plus chère encore. Parce que les aquarelles sont un petit peu différentes. Enfin, elles sont très bien, mais différentes. Mais Sennelier ou Winsor & Newton, parce que moi, j'aime autant l'une que l'autre, en série extra fine. Et ils ont des palettes de démarrage dans ces séries-là où tu as des couleurs, suffisamment de couleurs pour te lancer. Pas besoin d'avoir 36 000 couleurs au début. Très vite, on est tenté d'en acheter d'autres. Et ça peut avoir un intérêt d'avoir des couleurs bien particulières et précises. C'est pareil, j'en ai parlé souvent, mais j'en reparlerai une autre fois, pas là aujourd'hui. Je conseille l'extra fine parce que même si la fine, c'est dans ces marques-là, de chez Winsor & Newton ou Sennelier, elles sont déjà de bonne qualité. Hein. Mais l'extra fine, tu as plus de concentration de pigments, il y a plus de vibrance dans les couleurs aussi, parce que plus de pigments. Et du coup, si tu veux vraiment, après, si ça t'intéresse beaucoup l'aquarelle, et voilà, c'est mieux d'avoir directement ça, parce que sinon tu vas finir par en acheter des extra fines. Si c'est que pour t'amuser, mettre en couleur 2-3 tampons, et puis pas forcément aborder les techniques d'aquarelle pure, l'extra fine, ça suffit largement. La fine, ça te suffira largement. Si t'as pas envie d'apprendre l'aquarelle spécialement, et de mettre en couleur tes tampons juste comme ça pour t'amuser, faire des aplats, mais sans travailler vraiment des techniques classiques, ça suffit. Hein. Elles sont très bien, hein. Mais ça mériterait une vidéo entière encore. Quels étaient... Ah oui, mon crayon noir. Ah oui, quand j'ai fait mon grid... C'était sur cette page-là. Quel était mon jaune? Eh bien, mon jaune, c'était une couleur golden. C'était le jaune de Naples foncé. Je me rappelle bien. Oui. C'est celui-là. Donc ça, c'est le jaune que tu vois là. Hein? Et le crayon noir pour faire mes fleurs, c'est un crayon en fait à base d'huile. C'est pas du tout le Stabilo Hall, parce qu'alors lui, il est aquarellable et... pour travailler l'acrylique par-dessus, attention, c'est le Lumo Color permanent de Staedtler. C'est celui-là. Et en fait, il est assez gras et surtout, il me semble ne pas me tromper en disant qu'il est à base d'huile. Alors, il est waterproof, permanent. Et pourquoi moi je l'ai utilisé là ? C'est parce qu'en fait, je voulais travailler après à l'intérieur avec mes acryliques. Et comme l'acrylique, c'est pas de l'aquarelle, mais c'est quand même un peu humide, pour avoir déjà fait des choses avant avec mes Stabilo Hall, j'avais pas envie que mes fleurs qui sont plutôt claires se teintent au contact en fait du trait de crayon Stabilo Hall. Donc j'ai préféré un crayon en fait noir très couvrant et très pigmenté parce qu'il est très noir quand même. Mais je savais qu'une fois les traits faits, après ça bougerait plus et que je serais à l'aise à travailler dedans avec des acryliques même clairs. Ça viendrait pas salir ma couleur, quoi. Donc oui, c'est Staedtler et c'est
Lumo Color. Il existe aussi dans sûrement plein de couleurs, hein, mais en blanc aussi, je dois l'avoir en blanc. Mais pour le blanc, j'aime bien mon Posca, mon crayon de couleur Posca blanc, que j'aime bien pour son opacité, mais il n'est pas trop gras. Celui-là, c'est un peu gras. Enfin, gras, oui et non, parce qu'il pas tant que ça, mais il s'étalera pas spécialement beaucoup. Là, je les ai protégés, mais enfin, faut pas trop passer le doigt dessus quand même, mais enfin, je l'aime bien. Pour dessiner et mettre en couleur après, je l'aime bien. Je me dépêche. Mon stylo or. Alors ça, c'est celui que j'ai utilisé pour faire certaines feuilles dans mon carnet des couleurs. Dans la partie du brun, la question, c'était sur ma page avec la... J'avais une photo avec les cheveux, c'était des vraies feuilles. Et j'avais fait des feuillages avec un crayon doré. C'est celui-là, c'est le Gold de chez Pilot. Pointe fine. Il pue. Mais il marche très bien et bien opaque. Et c'est un doré métallisé, hein, c'est pas pailleté. Hein. Les brailleurs de chez... Alors, les brailleurs, donc, ceux que je vous disais, donc ceux que j'utilise maintenant, ce sont... Donc, c'est les rouleaux noirs. C'est Ranger qui fait ça, c'est les brailleurs Distress. Parce qu'ils se nettoient super bien. Alors là, ils n'ont pas assez de peinture pour que je puisse vous faire la démonstration. Quoique... Ah, si, ça se détache un peu. Hop. Et normalement, quand ils arrivent avec une couche de peinture un peu trop épaisse, ils se décollent tout seuls. Là, il n'y a pas assez de... Un petit peu, mais il n'y a pas assez d'épaisseur. Mais en fait, ils sont super pratiques à nettoyer. Et même quand ils ont peu de peinture comme ça dessus, si vous les mettez dans l'eau avec de l'eau très chaude et du savon, ça va ramollir la peinture et vous frottez un peu et ça va l'enlever. Alors que sur les brailleurs, le caoutchouc orange, là, ceux que j'avais moi, alors je sais pas, de différentes marques, hein. Ah bah alors là, pour les nettoyer, je vous explique pas la galère. Hein. Faut laisser tremper. Alors ça ramollit la peinture, mais enfin, c'est l'horreur, quoi. Et après, est-ce qu'il existe un produit j'ai essayé avec de l'acétone. Alors, l'acétone, c'est très abrasif, hein, donc ça dissout même les pinceaux que vous avez oublié de me laisser dans l'eau pour le mix média, qui sont pleins de colle, par exemple, ou d'acrylique. Pour les récupérer, l'acétone, franchement, c'est quand même assez pratique. Hein. Vous les laissez tremper dans un fond d'acétone et puis en 2 secondes, ça se dissout et vous récupérez les poils de votre pinceau. Donc, ça évite de les jeter quand même. Vaut mieux éviter, mais quand voilà, c'est la solution, le dernier recours. Et sur les rouleaux, bah, du coup, effectivement, ça enlève l'acrylique, mais franchement, ceux-là là, de chez Ranger, impeccable, quoi. C'est super pratique. Hein. Puis franchement, quand ils ont une couche trop épaisse, c'est comme si le rouleau, ils se disaient hop, 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 attends, petit nettoyage, parce que là, il y en a trop. Et ça s'enlève tout seul après. Ça ramollit la couche de... Vous vous en rendez compte parce que quand il y a une couche épaisse de peinture, on ne s'en rend pas compte forcément sur le moment. Puis s'ils sont noirs, alors... on ne s'en rend pas compte. Et puis en fait, c'est quand on refait une petite couche d'acrylique, donc on remet de l'acrylique sur le rouleau, et c'est comme les transferts gel presse. L'acrylique fraîche qu'on a mis sur le rouleau, elle ramollit en fait les couches d'acrylique qui sont en dessous. Et c'est à ce moment-là, en fait, on voit que ça fait des cloques à moitié. Quand on passe le rouleau, ça se détache. C'est comme ça que je m'en suis rendu compte. Moi, je dis, qu'est-ce que c'est que ce machin? J'ai tiré dessus, je dis, bah ça se retire tout seul. Donc, franchement, super pratique. Et ceux que j'aime bien aussi, pour leur côté mou, je ne sais pas si vous verrez bien là, c'est la marque Speedball. C'est les rouleaux qui sont faits pour la linogravure principalement. Et en fait, ils ont un côté bien plus mou que les rouleaux, que les brailleurs classiques. Ils sont plus mous que ceux de Ranger, là. Je les touche. Et en fait, moi, j'aime bien les utiliser quand je veux fondre un peu d'acrylique sur un fond de page, mais sans que ce soit bien uniforme. Et je les aime beaucoup.
Il y a des artistes pro gel presse qui aiment bien les utiliser aussi. Le nettoyage est beaucoup moins facile qu'avec les Rangers, mais quand même mieux qu'avec... ça se décolle, enfin ça se décolle. Tremper dans l'eau chaude avec du savon, ça se décolle quand même bien, quoi. On arrive à les ravoir plus facilement. Mais le mieux, c'est de bien les essuyer à chaque fois, hein, vos brailleurs. Hein. Le mieux, c'est de vraiment bien enlever l'excédent d'acrylique. Vous roulez en fait sur un papier pour éviter que ça sèche trop vite dessus. Et c'est quand même mieux, hein. Mais quelquefois, il en reste toujours un petit peu ou on oublie. Et cela, ouais, dans l'eau chaude. Et puis après, on frotte un peu et ça se dissout bien, quoi. Ça reste pas accroché à la gomme. Voilà. Ensuite, l'encre bien blanche. Ah oui, alors ça, c'était plutôt quand je faisais du scrap, mais c'était une question de cette année. Hein, mais l'encre bien blanche sur des fonds papier foncé, c'est la Yeti, je pense, à laquelle tu faisais référence. C'est Lawnfawn qui fait ça. C'est l'encre la plus blanche qui existe, la plus couvrante et qui se teinte pas. Enfin, elle est... alors moi, le mien, le pad est assez ancien. Elle marche toujours très très bien. On n'a pas séché. Et ça fait bien longtemps que je ne m'en suis pas servie, parce que je m'en servais plutôt pour le scrap. Donc si tu veux tamponner un texte sur un papier noir, ça reste bien blanc. Ça s'adoucit pas. Les pâtes d'oxyde fonctionnent. Tu prends par exemple la Tarte Red rose. Donc c'est une encre oxyde qui est opaque rose, mais qui tamponnée sur un fond noir devient blanche. Mais l'oxyde s'oxyde à l'air aussi, pas qu'avec l'eau. Donc au fur et à mesure, tu vas avoir un motif un tampon qui va changer de teinte au fur et à mesure du temps, même protégé dans des albums, et ça va finir par presque plus voir. Celle-ci, elle reste blanche, il n'y a pas de souci. Tu peux l'embosser aussi, elle est à séchage lent, tu peux l'embosser avec de la clear par-dessus aussi, mais dans ces cas-là, autant utiliser de la poudre blanche clear, hein. Enfin, pardon, de la poudre blanche à embosser blanche, mais c'est la Yeti, c'est Lawnfawn. J'imagine que ça doit toujours exister. Lawnfawn, c'est une marque de scrap et de tampons aussi. Enfin, de papier et de tampons principalement, de pochoirs. De carterie beaucoup. Je continue, hein, pardon, hein, vous la regarderez en 4 fois. Hein. Pardon. Quel pinceau comment les Stabilo Hall blancs existent. Ah oui, je disais que les Stabilo Hall, donc ça c'est les Stabilo Hall, c'est ces crayons-là qui sont des crayons toute surface, un peu comme les Derwent Inktense, mais beaucoup moins secs et qui sont bien noirs, très pigmentés noirs et qui s'aquarellent, c'est-à-dire qui vont réagir avec l'eau. Je pensais qu'ils n'existaient qu'en couleur sombre et en fait on m'a dit non, ils existent aussi en blanc et effectivement j'ai vérifié là avant de la vidéo et sur Amazon on les trouve en blanc aussi. Mais je n'en ai pas moi par contre. Quel pinceau pour le mix média? Eh ben j'ai envie de te dire un peu tout. Moi j'aime bien les lisses de chez Daler Rowney, c'est la marque que je cherchais la dernière fois. Les graduettes, ceux-là. Et tu as plein de types déjà de formes. Tu as aussi plein de types de poils. Celui-là, ils sont très très lisses, enfin très doux au toucher. Tu en as des plus rugueux. Moi, je les laisse... Alors, les pinceaux aquarelles, jamais laissés dans l'eau. Ça, vous les flinguez systématiquement, les pointes et tout. Enfin, puis même, l'eau rentre dans le bois du pinceau, c'est l'horreur, hein, franchement. Quand on voit le prix des pinceaux aquarelles, par contre, ceux-là, ils sont faits, ils sont super costauds. Moi, ils restent dans l'eau quelquefois des semaines. Hein. Ils sont pas en bois. S'ils sont en bois, ils sont bien résistants, mais l'eau rentre pas à l'intérieur. Moi, j'ai pas de problème. Et je les aime bien. J'ai des formes droites. J'ai des formes plutôt arrondies comme ça. J'en ai des plus gros, plus longs.
Celui-là, ils sont un peu moins doux. Donc ceux-là. Et après, bah, c'est pareil, je teste. Hein. Ça, c'est des pinceaux Léonard en technique mixte qu'on peut utiliser à l'aquarelle aussi. Hein. C'est des pinceaux un peu... enfin, ovales, on dit langue de chat, mais langue de chat, c'est pas tout à fait ça non plus. Chez Princeton, encore, ils ont plein de pinceaux différents avec des types de poils différents. Là, c'est des touffes plutôt souples. Pardon. Ceux-là, là, c'est les mêmes, sauf que c'est les tailles qui sont pas les mêmes. Enfin, j'en ai deux pareils, je pense. Un quart, ouais. J'en ai deux pareils et j'en ai un plus gros. Ça, c'est des touffus. Et celui-là, en fait, je l'ai pris parce que les poils étaient beaucoup plus durs. Ils sont drus et du coup, ils font plus de marques. Lunar Blender, ça, c'est poils plus durs. Et ça, c'est Lunar Mop. Je vois pas bien. Et voilà. Et Princeton, ils en ont plein de différents. Et ils sont costauds. Alors, je les laisse pas trop dans l'eau, ceux-là. Mais je pense qu'ils doivent résister, mais j'évite un peu. Voilà. Et ça, c'est un autre... C'est un Léonard aussi, mais c'est pareil. C'est parce que les poils étaient plus durs. Voilà. Et après, je prends des larges. J'en prends des plus petits. Par exemple, comme ça, pour être plus précise, des encore plus petits, suivant ce que je fais. Voilà. Mais pour l'acrylique, en fait, mieux vaut, il ne faut pas utiliser vos pinceaux aquarelles, surtout, parce que alors là, vous allez vraiment les bousiller. Hein. Mais acrylique, dans toutes les séries techniques mixtes, tout fonctionne bien. Moi, j'aime bien les poils, ouais, les poils lisses quand je veux fondre mes couleurs ensemble. J'aime bien quand ça glisse un peu sur le papier. Donc, voilà. Fixatif sur des crayons pastel aquarellables. Ah oui, alors ça, c'est quand vous faites des fonds avec des pastels secs qui sont un peu crayeux et plein de dépôts. Je vous conseille un fixatif par-dessus, enfin de mettre un fixatif par-dessus parce que sinon, le frottement de vos pages ensemble, ça va enlever en fait, c'est comme de la craie. Donc ça va complètement effacer et enlever le produit. Sans même parler des mains qu'on passe dessus, mais même le frottement des pages. Donc vous avez des fixatifs dans le commerce qui sont spéciaux pour les pastels secs. Moi j'en ai un ici, c'est ce truc-là que j'ai acheté sur Amazon, qui sert principalement pour les pastels secs. Je ne sais plus ce qu'ils mettaient. Pour l'aquarelle aussi, vos aquarelles, quand vous voulez les fixer. Tic. Protection des dessins réalisés à la craie, au pastel, au crayon, au fusain, à la gouache et à l'aquarelle. N'altère pas les lettres... Alors, c'est la traduction qui n'est pas bonne. N'altère pas les lettres transfert. Donc, ça fonctionne bien. Pas trop près pour éviter d'éclater un peu parce qu'avec la puissance du spray ça apporte de l'air en fait et de la pression et ça peut faire bouger quand même votre motif donc je sais pas, ils doivent dire hein, à partir de combien de 30 cm pour éviter justement de faire bouger le médium dessus mais bon ça c'est vous en avez dans la marque Conté, Sennelier aussi. Hein. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et puis après, c'est préférable d'en mettre quand même. Moi, je vous conseille. Et puis pour les pastels à l'huile, c'est pas le même produit. Hein. C'est un fixatif particulier. C'est pareil, vous en avez plein de marques différentes. Là, c'est celui de Sennelier. Vous avez des fixatifs universels. Ça, c'est un que je trouve au Géant des Beaux-Arts qui fixe tout. Très puissant, qui pue. À faire dehors, fenêtre ouverte, laissez votre projet dehors, fermez votre fenêtre parce que ça rentre à l'intérieur, c'est horrible. Et ça sent très longtemps, mais ça fixe très bien. Et après, si vous avez des poudres Magical par exemple, faites attention parce qu'en fait, votre spray, ça apporte pas beaucoup d'humidité, mais il y a quand même c'est un peu liquide quand même si on en met un voile.
ça va vous faire réagir vos oxydes aussi. Ça va vous faire réagir vos poudres. Vous savez, les poudres Magical ou infusion, en fait, quand elles sont sèches, elles se fixent, mais dès que vous remettez de l'eau dessus, elles se réactivent. L'aquarelle, c'est pas pareil. Ça peut se réactiver, mais il y a quand même, c'est quand même assez fixé dans le papier. Donc, attention. Alors, le spray, c'est l'une des meilleures méthodes quand même, parce que si vous pchitez de haut, vous apportez peu de liquide et ça va pas disperser non plus vos couleurs. Mais attention, quoi. Attention quand même. Certaines me disaient sur les poudres Magical d'utiliser la Distress Glaze. Ça, c'est comme de la vaseline. C'est sensiblement le même produit. Hein. Ça, je pense pas que ça coûte très cher. Ça, je pense que ça coûte un peu plus cher. Est-ce que quand même la glaze, il y a d'autres particularités, mais le fonctionnement est le même. Hein. C'est comme de la vaseline. Donc, ça vous apporte une couche en fait grasse imperméable par-dessus. Donc, attention, parce que c'est pareil, les poudres Magical, vous allez, même si vous utilisez ce produit-là, c'est quand même assez... Quand vous allez frotter, les Magical, elles vont se coller, elles vont réagir avec le peu d'humidité que vous aurez avec ce produit. Pareil pour la vaseline. Et vous allez avoir votre doigt qui va être rempli de poudre et vous allez en fait étaler les Magical avec. Hein. Donc, alors si vous l'avez déjà testé et que ça ne vous a pas posé problème, tant mieux. Puis c'est vrai qu'une fois que c'est posé, effectivement, ça protège de l'eau. Donc, les poudres, elles ne réagissent plus. Mais le fait de l'étaler, attention. Sur vos aquarelles, par contre, effectivement, ça peut être efficace pour les protéger de l'eau. Moi, j'ai jamais fait. Moi, j'ai un produit spécial. C'est une aquarelliste américaine qui expliquait qu'elle utilisait ça. C'est la marque Jacquard. Mais c'est ni plus ni moins qu'une sorte de cire aussi, hein, qui n'est pas forcément faite pour protéger les aquarelles à la base, d'ailleurs. Enfin, je pense pas. Faut laisser sécher 24 heures. Add powder dye, other dye medium or alcohol inks. On peut la teinter. Je vois pas où est-ce que c'est précisé, mais je sais que l'aquarelliste en question, c'est comment elle s'appelle, Sarah. Je sais plus, je me rappelle plus de son nom. Et en fait, elle frotte avec un petit chiffon, elle prélève et elle frotte ses aquarelles avec, très légèrement comme ça, et ça les protège. J'ai jamais testé, donc je peux pas vous faire de retour dessus, mais c'est de la cire, hein, c'est de la wax, c'est un effet de cire, donc on est un peu sur ces produits-là aussi. Hein. Moi, mes aquarelles, j'ai pas spécialement besoin de les protéger, ou c'est si je voulais retravailler par-dessus, en fait, sans prendre le risque de les faire bouger, mais j'en ai pas forcément eu besoin pour l'instant. Les carnets, ah oui. Quand j'ai parlé de mon carnet 100% coton à bord frangé, je vous ai dit que le papier réagissait un peu... était un peu particulier, mais en fait, je me suis peut-être mal exprimée, mais là, on le voit, c'est les aquarelles Charvin. Donc, ce carnet à bord frangé, c'est un carnet à nœud mule, du papier en 100% coton, spécial aquarelle. Et du coup, comme je vous ai dit que c'était un papier sur lequel, en fait, l'aquarelle glissait un petit peu, certaines se sont demandé, mais moi qui suis débutante et qui n'ai jamais travaillé dans un carnet, du coup, c'est peut-être pas un carnet qui est bien pour moi. Mais si, malgré tout, parce que c'est du 100% coton. Et le 100% coton, ce sera toujours 1000 fois mieux. Alors, ça dépend, parce qu'il y a du 100% coton de moins bonne qualité. Mais chez Annemule, il sera forcément mieux que le même carnet. Enfin, bord frangé, il n'existe pas en cellulose, mais vous avez des carnets en cellulose chez Annemule, aquarelle aussi.
Mais en fait, le papier 100% coton, il sera quand même bien mieux que le papier en cellulose. Donc même pour les débutantes, au contraire, il est totalement accessible pour vous. Hein. Il va vous faciliter aussi pas mal de travail, travailler dans le mouillé et tout. Donc n'ayez pas de crainte par rapport à ça. C'est juste que par rapport à un papier 100% coton, mettons le Fabriano Extra White que j'utilise tout le temps, il n'est pas pareil. Il est fabriqué différemment et il n'est pas de ce niveau de qualité-là. Mais pour un papier de carnet, il est très très bien. Et il y a très très peu de carnets en 100% coton qui soient d'un niveau de qualité aussi bon que les feuilles, les blocs de papier haute qualité, quoi. Il y a les carnets de chez Etcher, c'est le petit lama là. Ils ont une version de carnet avec un papier en 100% coton qui est d'extrêmement bonne qualité. Chez Hahnemuhle, c'est une qualité en dessous, mais qui reste toujours mieux qu'un cellulose. Donc, aucun problème pour vous. Au contraire. Hein. Donc, les fonds, là, ici, le fond que j'ai fait en dessous, là, avec mes aquarelles granuleuses, il se fait tout seul. Hein. Ça, vous aviez vu... C'était ma première Raya pour Chou, avec la collection Rêvasure, je vous ai déjà montré. Donc non, aucun problème. Au contraire, même si tu débutes, il va te faciliter la vie. Hein. Donc, il n'y a aucun souci. Tu peux y aller les yeux fermés. Quel type de carnet pour faire des exercices? Eh bien, ça dépend ce que tu veux faire comme exercice. Si tu veux faire des exercices d'aquarelle, un papier en cellulose parce que c'est moins cher et que tu auras peut-être moins peur de te tromper, ça dépend. Si c'est pour faire des swatchs de couleurs, enfin des tests de couleurs, le cellulose il suffit largement. Si tu veux tenter des paysages, travailler dans le mouillé, le cellulose ça va être compliqué. Un carnet par définition c'est pour les aquarellistes et les artistes, ce sont des carnets d'exercice. Ils s'entraînent dans des carnets avant de faire des toiles. Avant de faire des toiles. Nous, en fait, on utilise nos carnets comme un support de création. Donc, ce ne sont pas forcément que des carnets pour nous d'exercice. C'est des carnets d'art journaux qu'on garde et voilà. Donc alors, si tu veux, oui, un carnet d'exercice aquarelle, si tu veux faire des tests de couleurs, des petites choses comme ça, tu peux prendre toujours chez Hahnemuhle. Si tu veux pas mettre le prix dans un carnet 100% coton, tu as les mêmes carnets mais en version cellulose. Moi, c'est là-dedans que je travaillais mes pages d'art journal, mais en technique moins aquarelle. J'en ai fait dedans, hein. Par exemple, tu vois, ça, c'est un carnet, c'est un papier cellulose et j'ai fait de l'aquarelle dedans sans aucun problème. Il est très bien. Par contre, j'ai travaillé aussi des choses avec des sprays Lindy's. Là, on est avec des poudres Magical, de la pâte de texture. Pour les fonds, ils sont super. Ce carnet-là, en cellulose, il est très très bien. Ça me fait plaisir, tiens, de le reprendre. Je fais plus trop ça, c'est vrai. Hein. J'adore celle-là. Celle-là aussi. J'aime. Ah, ça me fait plaisir de le récupérer. Ah, c'était pour Halloween. C'est vrai que je fais beaucoup moins ça. Alice, je travaille beaucoup moins tout ça. Mais parce que j'ai envie d'explorer d'autres choses. Mais là, ce que je vois, j'adore. Oh, celle-ci. Quelquefois, je me dis, mais peut-être ces idées, quelquefois quand même. Bref, donc ça, c'est cellulose, tu vois. Donc, il est moins cher que le papier en 100% coton et tu peux t'amuser à faire des fonds sans aucun problème. Donc, effectivement, si tu veux un carnet d'exercice et que tu veux faire de l'aquarelle, mais pas que, effectivement, ceux-là de chez Hahnemuhle, ils sont très, très bien et ils sont super résistants. La reliure, elle est à toute épreuve. Moi, je l'ai testé, retesté. Franchement, j'ai fait des fonds quelquefois irrécupérables, tout mouillé et tout, mais ça résiste sans aucun problème. Donc ça, et après si tu veux plus du mix média et que tu ne veux pas spécialement d'aquarelle, et ben les Venezia ils sont très très bien, ils sont utilisés par beaucoup d'artistes de mix média. Hein.
Là, tu es sur un papier qui est costaud. Aquarelle, attention, hein, il n'est pas forcément fait pour ça, ou pas trop d'eau. Mais c'est Venezia, c'est Fabriano qui propose ça. Donc, très bien. Et puis, si c'est pour du collage, alors là, franchement, un carnet basique, un carnet à dessin basique suffit largement. Hein. Si c'est juste pour coller des choses dedans, ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien. C'est pas ça, mais celui-ci est trop précieux, entre guillemets, pour faire juste du... Enfin, comment dire? Moi, je ferais que du collage dedans, ça me dérangerait pas, mais c'est pas la peine de mettre le prix dans un carnet comme ça si vous voulez faire que du collage à l'intérieur. C'est pas nécessaire. Après, c'est un papier costaud avec lequel on peut faire plein de choses dedans. Donc, voilà. Après, on fait comme on veut, bien sûr, mais c'est pas indispensable. Et puis, tu as les carnets aussi Royal Talents. Eugénie, Super Mama des Vosges, elle travaille son carnet des couleurs dedans. C'est pas un papier non plus spécial aquarelle. Attention, quand tu utilises beaucoup d'eau, mais elle a fait des pages avec des techniques aquarelles dedans, apparemment ça fonctionnait très très bien. Donc ça. Et puis, mais là, ceux-là, ils sont chers. Et moi, j'en ai un, là, j'ai même pas encore ouvert. C'est les carnets de Moleskine. Si tu travailles avec beaucoup d'eau, les reliures résistent pas. Hein. Moi, j'en ai un que j'ai même pas fini. En fait, si, il faudrait que je le reprenne et que je change la reliure parce qu'il n'y a pas de raison. Mais le papier aquarelle Moleskine n'est pas un bon papier aquarelle. Autant être chez Annemule et travailler sur le papier cellulose Annemule, qui est très bien, plutôt que sur le papier aquarelle de Moleskine, qui est vraiment, pour moi, pas un papier aquarelle. Enfin, pour les techniques d'aquarelle pure, j'entends. Ici, c'est pas le papier aquarelle, c'est le sketchbook dans la série Art Collection. Donc, on est dans le même esprit que cela. Que j'ai acheté parce que j'aime bien ces formats-là. C'est pas trop grand, c'est pas sur un A5 complètement, mais voilà. Donc je pense que voilà, il est là, il est à ma disposition, mais pour l'instant, je l'ai pas encore utilisé. Donc voilà, un peu ce que je peux dire sur les carnets d'exercice. Et puis si tu veux vraiment un carnet d'exercice et que tu veux pas et que tu as peur, le meilleur moyen, c'est de t'en fabriquer un avec du papier à dessin, du papier canson ou tu vois, un papier comme ça et tu te fais comme un junk. Ça, j'ai une vidéo, je vous le présente au début, là, mon junk. C'est que du papier de récupération. Il y a du papier aquarelle dedans, mais il n'y a pas que ça. Et c'est moi qui l'ai fait. Et il m'a, rien coûté, le papier qui est dedans, mais c'est des blocs que j'avais déjà. Donc, et ça, pour les exercices, c'est top aussi. Donc, tu peux... on est beaucoup à fabriquer nos carnets, hein, tu sais. Donc, faut pas hésiter si tu veux démarrer... à t'en fabriquer un. Et puis après, moi j'aime bien aussi travailler dans des carnets achetés dans le commerce aussi, pour la façon dont ils sont construits. Et j'aime bien aussi ces carnets-là en tant qu'objet, donc il n'y a pas de problème non plus, mais il n'y a pas besoin d'avoir un carnet qu'on achète vraiment. Tic. Carnet pèlerin, l'utilisation. Bah là du coup c'est bon, parce que je vous ai montré plein de trucs et je vais continuer à vous en proposer. Mon livre pour l'aquarelle avec les végétaux dont je vous parlais, c'était le livre de Jenny, pardon pour le bruit, c'était Jenny Illustration, donc c'est Peindre les secrets de la forêt à l'aquarelle, c'est celui-là, mes petits post-it là, mais c'est celui-là dont je parlais, c'est mon livre de chevet, je l'adore, même pour me détendre, je le regarde, je trouve beau. Donc, c'est toujours celui-là. Mon modèle d'imprimante, bah, je ne l'ai pas noté encore. Oui, je vous dis, c'est une HP, imprimante laser, HP, couleur et noir et blanc. Et c'est un modèle milieu de gamme que j'ai acheté chez Boulanger l'année dernière, si je peux vous le dire. Et que j'ai payé, je ne sais plus combien. Elle était soldée à l'époque, parce je pense que c'était, je vous dis, une fin de stock, moins de 500 €. Ça coûte cher, hein. Et les cartouches, après, elles coûtent cher, mais par contre, on peut faire beaucoup plus de copies avec des cartouches laser.
qu'avec les cartouches jet d'encre. Et c'est surtout que quand on n'utilise pas son imprimante laser, les cartouches ne s'altèrent pas. Elles se vident pas par magie. Enfin, peut-être un peu, mais beaucoup moins vite que les cartouches liquides, qui, on a l'impression que l'encre s'évapore, hein, littéralement, quand on s'en sert pas. Là, la laser, moi, je l'ai depuis l'année dernière. J'ai eu besoin de changer une fois mes cartouches couleurs parce que je faisais plein de tests et du coup, j'ai consommé beaucoup. Et j'ai changé une fois l'année dernière ma cartouche de noir et blanc. Mais je l'ai changée, oui, peut-être sur l'automne parce que j'en ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi. J'ai testé plein de trucs. Mais là, depuis, je suis sur un rythme de croisière. J'imprime en fonction de mes besoins. Je fais plus trop de tests. Enfin, un peu pour les transferts d'images, là, mais autrement pas trop. Donc, je suis encore avec celle que... Ouais, j'en ai pas racheté d'autres depuis. Hein. Et les couleurs, c'est pareil. J'imprime en couleur, mais vraiment... vraiment quand je veux, là pour mes inspirations, pour mon carnet d'inspiration, mais c'est un papier A4 avec plein d'images dessus. Ça coûte, les cartouches couleurs coûtent tant plus cher que les cartouches noir et blanc. Donc, mais par contre, on en fait quand même beaucoup plus. Et c'est surtout qu'elle dure dans le temps. Si vous imprimez pas, elle ne se consomme pas toute seule. Parce que les autres, c'est assez impressionnant. La différence entre... On arrive à la fin. Je termine, hein, tant pis pour le temps. Ou je vous aurais fait 2 vidéos. Je vais peut-être vous faire 2 vidéos séparées, hein, finalement. Mais pardon, hein, si je vous ai dit que je ferais d'une traite et qu'en fait, je fais en 2 fois. Parce que je vois le temps qui tourne. Mais je vais terminer les questions, mais on arrive au bout. La différence entre les aquarelles Gansai, Tambi et les autres. Alors... Les aquarelles Gansai Tambi, ce sont des aquarelles japonaises. Qu'est-ce qu'elles ont de différent? C'est qu'en fait, la composition de ces aquarelles-là, le liant qui est utilisé, les aquarelles classiques, le liant qui est utilisé, c'est de la gomme arabique, principalement. Il y a qu'un seul liant, gomme arabique, c'est principalement ça. Alors que dans les aquarelles japonaises, en plus de la gomme arabique, ils mettent aussi d'autres liants à l'intérieur qui vont donner à l'aquarelle une consistance plus épaisse, plus opaque et assez proche de la gouache. Donc on est quand même sur de l'aquarelle, mais on va avoir une consistance comme ça, un peu gouachée. C'est des aquarelles qui ont une très grande vibrance dans les couleurs et même quand on va les diluer, elles vont garder en fait une couleur assez intense. Elles vont pas spécialement s'adoucir, enfin un peu quand même, mais elles vont rester quand même assez vibrantes. Elles sont, oui, souvent très opaques, toutes. Elles sont difficilement mélangeables entre elles, les couleurs. Alors ça peut, mais il faut faire attention. On a vite des couleurs boueuses quand on les mélange. Elles sont plutôt faites pour être utilisées telles quelles ou avec des fusions. Mais enfin, elles vont fuser, mais pas beaucoup. Enfin, elles fusent quand même, mais après, si on met pas assez d'eau, elles fuseront pas. Mais si on en met suffisamment, ça va le faire un peu. Mais elles réagissent pas comme des aquarelles. Elles sont plus épaisses. Mais ça, c'est lié au liant qu'on utilise. C'est de la gomme arabique, mais il n'y a pas que ça dedans. Il y a d'autres choses. Il y a de la colle. Enfin, il y a plein de choses qu'ils mettent dedans. Et ils sont assez discrets sur la composition de leurs aquarelles. Donc, mais voilà, c'est un peu ça. Il y a un peu de laque. Enfin, ça fait comme de la laque aussi. Donc c'est ça les différences. Donc elles sont particulières parce que tu n'auras pas la même transparence qu'avec des aquarelles classiques. Et même dans les aquarelles classiques, tu as des aquarelles qui sont transparentes et d'autres qui sont opaques. Mais même une aquarelle opaque dans les aquarelles classiques vont devenir transparentes si tu lui mets de l'eau par exemple. Tu leur mets de l'eau, elles vont s'adoucir et être un peu transparentes quand même. Mais les aquarelles Kansai Tambi, non. Et tu as beaucoup de couleurs, tu verras, quand tu rinces ton pinceau, tu as ton godet qui va vite être un peu blanchâtre parce qu'il y a pas mal de couleurs qui sont avec du blanc à l'intérieur, ce qui les rend opaques aussi d'ailleurs. Donc elles sont très intéressantes à travailler. On peut les travailler justement avec un peu moins d'eau pour justement avoir plus de couvrance. Et elles ont un côté gouaché sympa. Elles sont pas chères du tout par rapport aux aquarelles extra fines. Par contre, on n'est pas sur le même type de produit, mais elles sont vraiment très accessibles hein, et on peut s'amuser avec sans souci.
Moi, la question, elle portait sous ma vidéo quand j'explorais le orange et que je vous faisais une démonstration d'aquarelle intuitive avec ces aquarelles-là, Kansai Tambi, dans les teintes de orange. Hein. Mais voilà, principalement la différence. Est-ce qu'on peut faire des transferts? Alors, est-ce qu'on peut faire des transferts avec une imprimante jet d'encre? Alors, un transfert sur la gel presse, c'est-à-dire tu fais une impression jet d'encre et tu veux faire un transfert de ton impression sur ta gel presse, ça ne marchera pas avec le jet d'encre. Tu veux faire un transfert de ton impression au gel médium, ça peut marcher. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est qu'en fait, ton impression jet d'encre, elle n'est pas permanente. Donc, si tu as le temps de faire un transfert avec, par contre, il faut mettre plutôt du gel médium parce que tu as moins d'humidité avec ces produits-là. Et surtout, quand tu passes le gel médium sur ton impression, il faut que tu ailles vite pour que tu puisses étaler ton gel et poser ton papier sur ton fond de page, vite enlever l'excédent. Parce que si tu attends trop longtemps et que tu racles, eh bien, ton encre, elle va réagir avec l'humidité de ton gel. Donc, plus tu vas racler, plus elle va se réactiver. Et après, quand tu racleras, tu verras ton motif d'impression qui va baver, quoi. Hein. Donc, c'est pas que ça marche pas, ça marche. Par contre, il faut travailler vite et travailler avec peu d'humidité. Donc, le gel principalement. Mais ça fonctionne. Hein. Et vous êtes certaine à me l'avoir dit, enfin, vous l'avez testé et ça fonctionne bien, mais il ne faut pas insister trop avec la raclette. Et sinon, tu prends le risque de réveiller, en fait, ton impression. L'impression laser, c'est différent parce que l'encre, elle est permanente. Une fois qu'elle est imprimée, c'est fini et ça ne bouge plus. Donc là, il y a beaucoup moins de problèmes. Et c'est plus net aussi. Ça peut être plus net. Mais ça marche. Par contre, les transferts sur gel presse avec la gel d'encre, ça ne marchera pas. Ce qui marche, je vous le redis, c'est avec le laser, c'est que les tonnerres sont faits avec de la poudre. Et c'est la poudre qui se fixe. Et en fait, quand on met de l'acrylique sur la gel presse, c'est en fait la poudre, l'acrylique va se fixer sur la poudre qui va se coller à la gel presse qui a un pouvoir collant. Et quand vous allez enlever votre papier, il va ne rester sur la gel presse que en fait la poudre qui s'est collée sur l'acrylique. Donc tout là où vous aviez de la poudre sur votre impression, il y a l'acrylique qui va se fixer dessus. Ça va se fixer sur la gel presse et tout ce qui n'était pas en fait imprimé avec cette poudre là, toutes les parties blanches ou claires, eh bien, elles vont repartir avec le papier, quoi, et l'acrylique dessus. C'est ça, c'est parce que le toner, c'est avec de la poudre et c'est ça qui fait tenir, en fait, l'acrylique sur la gel presse. Impression couleur avec jet d'encre et transfert au gel médium. Alors, voilà. Donc, il n'y a pas de souci. C'est pareil, si tu fais une impression jet d'encre et que tu la fais pas en noir et blanc, mais que tu la fais en couleur, et c'est pareil, il faut juste faire attention aux mêmes choses. Mais c'est pas le fait que ce soit de la couleur qui pose problème, c'est le fait que ce soit jet d'encre et que ce soit une encre qui réagisse avec l'eau, en fait, qui ne soit pas waterproof. Mais ça doit fonctionner pareil. Hein. Et vos impressions laser, que ce soit en couleur ou en noir et blanc, ça fonctionnera de la même façon. Hein. C'est l'encre qui reste collée sur le fond de page. Et vous enlevez le papier, en fait, mais il y a l'encre qui reste. On arrive à la fin. Comment tu ranges tes tampons? Par marque, par taille, par style? Je les range par marque maintenant. Donc, Show & Flower principalement. J'ai des caisses par collection même. Et puis autrement, c'est comme ça que je m'y retrouve parce que je sais en fait quel motif j'ai dans quelle marque et je sais où aller piocher. Donc, c'est comme ça que je m'y retrouve. Et donc, j'ai des caisses par marque. Alors, il y a des caisses où j'ai plusieurs marques, ça dépend si j'ai beaucoup de tampons dans une marque ou pas. Mais c'est comme ça que je les range. Mais mes poupettes d'All & Create sont toutes ensemble. Donc, c'est All & Create, mais j'ai une caisse spéciale pour les petites poupettes. Et puis, Carabelle Studio, c'est pareil, j'ai une caisse spéciale parce que j'en ai pas mal. Les Hot Balls aussi, c'est pareil, sont dans une boîte tous ensemble. Parce que comme ça, je sais où aller chercher. Donc, c'est comme ça que je trouve ça le plus pratique pour moi. Ah oui, pour mon cachalot. Bon, vous l'aurez en 2 fois la vidéo, finalement.
Mon cachalot, on m'a demandé, est-ce que c'est plus facile, je vous avais expliqué, mais c'est comme pour ma petite plongeuse avec les hublots là. Je vous ai dit, c'est plus facile de faire d'abord un premier fond coloré avec l'eau et de travailler après la couleur pour qu'on ait l'impression que la baleine, là, le cachalot, il soit derrière l'eau, enfin dans l'eau. Et on m'a demandé, mais ok, mais est-ce que de le faire à l'inverse, c'est possible? De faire d'abord la mise en couleur du cachalot et de faire un glacis par-dessus avec des teintes de bleu. Alors, c'est ce que j'explique du coup depuis, mais la question date du moment de cette vidéo-là, donc ça fait début d'année, hein. C'est normal. Donc là, ce que je vous ai expliqué avec la jeune fille avec le hublot, vous pouvez le faire peu importe dans quel sens. D'abord le cachalot et après le fond bleuté, ou alors d'abord le fond bleuté et après le cachalot. Mais si vous faites d'abord le cachalot, là ça va, c'est des couleurs claires. Mais si vous faites ça, en fait, si vous faites votre cachalot avant, ou un autre motif, je vais prendre un exemple, parce que là, les couleurs sont douces, il n'y a pas trop de soucis. Par exemple, je fais un motif et j'ai du rouge. Le rouge Hélios là, de Sennelier qui est hyper vibrant, qui est très tintant. Si je fais un motif avec ce rouge-là, je vais avoir des zones qui vont être diluées, douces, et puis d'autres qui vont être plus pigmentées, plus chargées en pigments, donc moins diluées. Bon, je fais mon admettons, voilà, j'ai un Père Noël, il est tout rouge. Voilà. Eh bien, si je veux mettre mon Père Noël dans l'eau, dans une boule à neige, admettons, si je fais d'abord le Père Noël rouge, avec cette aquarelle qui est très pigmentée, donc je vais le faire, ça va sécher, j'attends bien que ça sèche jusqu'au bout, tout ça, je reprends ma réale le lendemain au pied. Eh bien, si je fais une couche par-dessus, je vais prendre le risque en fait de faire réagir l'aquarelle qui est en couche supérieure et de faire baver en fait mon rouge bien au-delà des traits de mon tampon. Et en fait, quand c'est des couleurs bleutées, là je suis en ton sur ton, donc même si ça bave un peu, c'est pas très très grave, ça va pas trop se voir. Mais si je suis rouge avec un fond qui est bleu par exemple ou vert, je vais avoir en fait le rouge qui va baver en dehors de mon motif. Et ça va me créer des traînées comme ça. Et en fait, c'est ça le risque. Alors, ça dépend des couleurs que vous utilisez, de la quantité d'aquarelle que vous allez mettre, si c'est plutôt doux, si c'est plutôt intense. Et en fait, l'aquarelle, elle va sécher et se fixer, mais quelquefois, il vous reste un peu de pigment en surface qui, quand vous allez toucher avec le doigt, ça ne se transférera pas. J'ai encore du blanc, moi. Ça ne se transférera pas. Par contre, si vous remettez de l'eau par-dessus, alors... Si vous refaites une couche un glacis par-dessus, il faut que vous ayez quand même si vous n'avez pas quelque chose de très intense, mais il faut faire attention à l'eau que vous mettez. Si vous mettez beaucoup d'eau, vous allez faire forcément réagir les pigments. Ça va vous créer des marques, des auréoles. Avec votre pinceau, vous allez frotter et ça va enlever. Donc, il faut faire attention à l'eau que vous allez mettre. Un peu, mais pas trop. Mais même si c'est pas trop d'eau et que vous avez un motif qui est rouge vraiment très vibrant, vous prenez le risque de faire baver. Moi, ça m'est déjà arrivé. Hein. Donc, c'est pour ça que je préfère faire l'inverse. Je fais d'abord mon fond et puis ensuite, je travaille par-dessus. Mais les deux sont possibles. Il faut juste faire attention. Mais il n'y a pas de problème en soi. Tac, tac. Où est-ce que je trouve mes photos, mes illustrations? Donc type Alice au pays des merveilles, type par exemple, là j'ai une boîte où j'ai des impressions déjà de prêtes. J'aime bien celle-ci. Pour Halloween, elle va me servir. Et ben c'est Pinterest, hein, je vous le redis. Hein. Pinterest. Et puis après, il faut cliquer, vous mettez photo, mettons si c'est des photos vintage que vous voulez, photo vintage, femme, portrait, et puis ensuite vous cliquez sur une photo, vous l'aimez bien, vous regardez ce que Pinterest vous propose à partir de cette photo, puis vous cliquez de photo en photo. Mais c'est sur Pinterest essentiellement, dans mes propres photos aussi, hein, ça marche aussi. Et puis après, les illustrations, faut changer un peu son mot dans ses recherches. Dessin, illustration, Alice au pays des merveilles, Alice au pays des merveilles, page de livre ancien, histoire originale, gravure, estampe aussi, quelquefois ça aide quand on veut des choses dessinées, griffonnées.
Voilà. Mais c'est Pinterest essentiellement. Beaucoup, beaucoup. Et la dernière question, est-ce que l'exploration... Ah oui, est-ce que... C'était pour ma page orange notamment, mais ça marche pour d'autres. Est-ce que le fait d'avoir exploré une couleur que j'utilisais moins, comme le orange, est-ce que ça m'avait permis de pouvoir l'utiliser plus après? Eh ben, pas forcément. Parce que, encore une fois, c'est pas une couleur qui est pour moi naturelle à utiliser. Mais j'ai adoré. Les pages que j'ai préférées, c'est ce que je vous disais pour le violet. Les pages que j'ai les couleurs que j'ai le plus aimé explorer, c'était ces couleurs que je n'utilisais pas beaucoup. Parce que justement, j'essayais de voir, comme c'est une couleur que j'aime moins, que c'est pas une couleur que j'aime pas, c'est une couleur que je travaille moins et qui pour moi est moins intuitive. Et donc, c'est essayer de voir comment j'allais pouvoir l'utiliser, quel combo couleur j'allais faire. Et du coup, il y avait beaucoup plus de recherche et beaucoup plus d'intérêt, de curiosité à les travailler. Et le violet, c'est pareil, j'ai fait plein de trucs. Comme j'arrivais pas bien à avoir les teintes que je voulais et les combos couleurs qui me plaisaient, j'ai recommencé. Donc, effectivement, ça m'a permis d'explorer des couleurs que je travaillais pas. Et ça, j'aime beaucoup. Par contre, est-ce que je les utilise plus? Bon, le violet, c'est tout frais parce que je viens de le travailler là. Le orange, je ne l'ai pas beaucoup plus utilisé dans mes réals, hein, par contre. Mais j'ai adoré les pages en orange que j'ai faites. Ça, c'est vrai. Mais ça m'a pas forcément... ça n'a pas changé mes combos couleurs. J'aurais bien aimé que ça les fasse évoluer, mais par facilité et par manque de temps aussi, je reviens souvent à des combos que je maîtrise, qui me sont pour moi plus naturels. Voilà, bon, ok, 3h30, et ben vous allez avoir 2 vidéos d'une heure et demie à peu près, un peu plus d'une heure et demie, parce que même pour moi, 3 heures, ça va être trop long et en chargement et tout ça. Donc vous allez la voir, je vais vous en mettre une première dès le 1er août, donc là aujourd'hui, là vous l'aurez déjà vu. Et puis je vous mettrai la deuxième partie plutôt à la mi-août, comme ça vous l'aurez un peu plus tard, on va faire comme ça. Ce sera mieux. Et puis, donc ne vous inquiétez pas sur le mois d'août, je suis en vacances. Pas forcément loin de chez moi, je vais être chez moi aussi, mais voilà, je serai avec les enfants, mon conjoint, donc pas forcément prévu de passer du temps juste ici dans mon bazar là. Donc pas d'inquiétude pour vous, hein, je reviendrai après, sans problème. Sur Instagram, je suis jamais très éloignée d'Insta en story, surtout les publications moins, mais en story je vous partage plein de petites choses du quotidien créatif, hein. Enfin mon quotidien un peu aussi, mais il y a souvent un lien avec la créativité quand même si c'est des séries que je regarde ou des livres que je peux lire. L'été, j'essaye de rattraper mes lectures en retard. Et ça m'inspire aussi dans mes réals après, hein, ou dans les lieux que je visite et tout ça. Donc ça, je vous partage ça aussi. C'est plutôt sur Instagram, en story. Donc vous aurez il y a toujours un petit lien avec vous en story quand même. Mais le mois d'août, c'est un mois off pour moi, un mois de repos où je recharge mes batteries. Voilà, moi je vous souhaite un très bel été. Profitez bien, je vous le redis, si vous n'avez pas de vacances, si au contraire pour vous l'été c'est les mois très chargés pour le travail, quand on travaille sur la côte et tout ça, quand on est saisonnier, l'été c'est le pire moment, le moment le plus chargé. Donc voilà, si les vidéos peuvent vous détendre le soir, toutes celles que vous n'avez pas eu le temps de voir, ça peut vous faire du bien, mais bon courage. Bonnes vacances à celles qui sont en vacances. Si vous partez, profitez bien. Si vous restez chez vous, profitez de votre maison et puis peut-être d'avoir plus de temps pour créer, justement, tester des choses. Et puis nous, on va se revoir à la rentrée maintenant. Alors je vous dis à très vite. Au revoir.